Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette quatrième conférence du cycle Diaspora et démocratie, les voies d'action. Nous sommes Liliane de la Bobès, enseignante universitaire, Luisa Rojas, musicienne et professeure de musique, et Andreina Garcia Reyes, moi, géophysicienne de base. Les trois originaires du Venezuela et résidant en France, nous participons à la création de cet espace d'échange pour mettre en lumière les initiatives et les actions entreprises par chacun de nous. Alors, afin de favoriser la discussion libre et respectueuse et de contribuer à la prise de conscience et l'éducation citoyenne. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Elisabeth Nicoli, Céla Nori et Megan Janes, trois femmes exceptionnelles qui vont nous parler de démocratie et de ce qui se passe quand elle disparaît. Alors, gardez l'esprit éveillé car leurs témoignages sont faits pour nous faire réfléchir encore plus profondément. La discussion qui suivra leur intervention sera cruciale pour faire vivre et enrichir cet espace dédié à la diaspora et à la démocratie, en particulier dans les contextes politiques que nous traversons aujourd'hui. Alors, il y a quelques rappels pour le bon déroulement de la conférence. Nous tenons à préserver le respect et la bienveillance dans toutes nos interactions. Cet espace est là pour que chacun puisse s'exprimer librement et sereinement. Par rapport à la partie déroulement de la session, chaque intervenant aura 20 minutes, de 15 à 20 minutes pour présenter son sujet, suivi à la fin de 30 minutes d'échange et de questions. Durant les interventions, il est possible de poser des questions, soit en espagnol, soit en français, soit en anglais, la langue que vous voulez, via le chat. À l'issue des présentations, nous vous invitons à poser des questions en espagnol, en français, dans la langue que vous voulez, via le chat ou en activant votre microphone. Il est possible d'activer aussi depuis maintenant les sous-titres du français vers plusieurs langues, y compris l'espagnol. Pour rester connecté, nous vous invitons à suivre notre compte Instagram et notre chaîne YouTube et à partager notre contenu pour toucher un plus large public. Le compte, c'est Activisme V7LA Paris, le même nom dans tous les réseaux sociaux. Alors, l'enregistrement de cette conférence sera disponible sur YouTube dans 12 semaines max. Si vous souhaitez recevoir l'invitation à notre prochaine conférence, vous devez remplir le formulaire qui va être partagé dans le chat. Alors, nous allons maintenant écouter Luisa qui va présenter cette présentation, cette introduction en espagnol. Et puis, on va procéder à la présentation de nos intervenants. Merci à nouveau d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, je te passe la parole, Luisa. Gracias, Andreina. Damas y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos. Estamos encantadas de recibirles hoy en esta cuarta conferencia del ciclo Diáspora y Democracia, Caminos de Acción. Somos Miliángela Bobes, profesora universitaria, Luisa Rojas, música y docente de música, y Andreina García Reyes, geofísica. Originarias de Venezuela y residentes en Francia, nos unimos a la creación de este espacio de intercambio con el propósito de visibilizar las iniciativas y acciones que cada uno de nosotros impulsa. Queremos fomentar un diálogo abierto y respetuoso, contribuyendo así a la toma de conciencia y a la educación ciudadana, que son fundamentales para fortalecer nuestra participación en la sociedad. Hoy tenemos el honor de contar con Elisabeth Nicoli, Céla Nuri y Megan Janes, tres mujeres excepcionales que nos hablarán sobre la democracia y sobre lo que ocurre cuando esto desaparece. Manténganse atentos porque sus intervenciones nos invitarán a reflexionar aún más profundamente. La discusión que seguirá a sus presentaciones será clave para que este espacio dedicado a la diáspora y la democracia siga creciendo, especialmente en el contexto político actual. Algunas indicaciones para el buen desarrollo de la sesión. Les recordamos nuestra regla de oro: mantener el respeto y la cordialidad en todas nuestras interacciones. Queremos que sea un espacio donde todas las personas se sientan cómodas para expresarse y participar. La organización de la conferencia es con cada ponente dispondrá de 20 minutos para su presentación, seguidos de 30 minutos de debate y preguntas.
Pueden enviar sus preguntas en español, francés o inglés a través del chat durante las presentaciones y activar sus micrófonos al final de todas las presentaciones si desean hacer alguna pregunta o comentario. También pueden activar subtítulos traducidos del francés a varios idiomas, incluido el español. Para seguir conectados, les invitamos a seguir nuestro perfil de Instagram y nuestro canal de YouTube y a compartir nuestro contenido para ampliar su alcance. La grabación de esta conferencia estará disponible en YouTube en un máximo de 2 semanas. Si desean recibir la invitación a nuestra próxima conferencia, pueden completar el formulario compartido en el chat. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes y acompañarnos. Muchas gracias, Luisa. Merci beaucoup, Luisa, pour cette introduction. Donc, je passe à présenter notre première intervenante. Elle s'appelle Elisabeth Nicoli. Merci, Elisabeth. Elisabeth, elle est avocate, militante du MLF et de l'Alliance des femmes pour la démocratie depuis sa création. Elle a été assistante d'Antoniette Fouque durant de nombreuses années, notamment au Parlement européen. Elle est éditrice de pensée avec Antoinette Fouquet en 2008. Elle a contribué au livre MLF, Psychanalyse et politique de l'année 1968 au 2018, 50 ans de libération des femmes. Elle fait partie aussi du collectif responsable des éditions des femmes, Antoinette Fouque, et est co-présidente de l'association de l'Alliance des femmes pour la démocratie. Donc, merci Elisabeth d'être ici avec nous et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Andréana, de cette invitation. Je n'avais pas compris jusqu'à hier que je devais intervenir pendant un quart d'heure, donc j'essaie de ramasser ce que je souhaite dire. Alors, dans un monde où l'on exerce, où s'exerce donc la guerre, la violence, puisque vous dites que se passe aujourd'hui, la guerre, la violence, le fascisme, des retours. Rappelons que les femmes sont à la fois les principales victimes de toutes ces violences, de toutes ces guerres, comme souvent, elles sont les artisanes de la paix et toujours, elles sont le front pionnier de la démocratie, et ce, partout dans le monde. Alors moi, je suis une militante du mouvement de libération des femmes, historique, et je dois dire que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, depuis 55 ans, a marqué une étape de conscience, de stratégie, de lutte pour des milliers de femmes, parce que nous étions solidaires. Et nous étions solidaires de millions de femmes dans le monde, et nous le sommes toujours. Donc les droits, les libertés prioritaires sur le corps, sur nos corps, les droits d'égalité dans les sphères familiales, économiques, politiques, culturelles, tout cela, nous les avons obtenus dans les rues, nous les avons obtenus dans les assemblées, nous les avons obtenus par nos luttes. Et nous avons fait inscrire tous ces droits parce que nous voulions que ces droits soient inscrits dans les lois. C'est ce que nous faisons depuis quasiment 55 ans dans le monde entier. Alors, je dirais, la voix des femmes, c'est d'abord la voix la plus humaine, puisque c'est la première voix que tout être humain entend. C'est ce qu'on appelle les échanges maternaux-fœtaux. Maintenant, on peut scientifiquement les nommer, mais chaque femme les connaît. Voilà. C'est donc la voix la plus humaine, et pourtant, c'est celle qu'on ne veut pas entendre. C'est celle qu'on veut faire taire. Donc, c'est aussi, nous semble-t-il, pour le mouvement de libération des femmes, la seule voie pour sortir l'humanité, toute l'humanité, du narcissisme destructeur et guerrier, de cette économie libidinale en crise, c'est-à-dire de cet empire politique, culturel, sexuel, philosophique, symbolique, qui est en déclin depuis un certain nombre d'années. Je le nomme, c'est l'empire phallique, c'est-à-dire l'empire du phallus, tel qu'on l'a nommé depuis très longtemps. Voilà. Mais c'est pour cela d'ailleurs que, résolu à ouvrir une nouvelle voie pour l'entrée des femmes dans l'histoire et l'entrée aussi, et l'affirmation de la démocratie, que Antoinette Fouque, Monique Wittig, Josiane Chanel ont confondé en 1970 le mouvement de libération des femmes, qui a été rejoint par des milliers, voilà. Tout cela pour combattre la misogynie et tout simplement pour que les femmes existent. Donc, si vous voulez, ce mouvement,
qui a ouvert une nouvelle ère, n'a jamais cessé de transformer la conscience des femmes et des hommes et de démocratiser la société. Alors on pourrait dater, en effet, de 1968 dans le monde entier, les premiers coups de boutoir pour porter à cet empire du phallus, qui est sans doute le seul dans l'histoire à s'être maintenu aussi durablement, aussi universellement, mais qui est désormais, grâce au mouvement de libération, en déclin. Donc nous avons engrangé en moins de 50 ans, plus qu'en 2000 ans d'histoire de droit et de liberté. C'est une force affirmative pour les femmes qui savent, même celles qui n'ont pas accès à ces droits, mais qui savent que quelque part, des femmes existent et qu'elles sont sujets de l'histoire. Alors, en même temps, vous le savez, les femmes, c'est-à-dire qui sont quand même plus de la moitié de l'espèce humaine, n'ont été ni en tant que dirigeantes, quasiment, ni en tant que citoyennes, à l'initiative de conflits meurtriers. Donc la lutte à mort, comme dirait l'autre, de pur prestige, est un phénomène mâle. La logique de guerre est une logique phallique. Je parle de la structure. Voilà. Donc aujourd'hui, les régimes autoritaires, religieux, machistes, prédateurs menacent ces droits. Menaçant les droits des femmes, ils menacent les droits de tous les êtres humains, nous le savons. Voilà, puisque les droits des femmes et les droits humains sont absolument intriqués de manière très forte. Donc, s'exprimer par la revanche du phallus sous toutes ses formes, et y compris la plus obscène, donc c'est une mise en œuvre d'une économie, si vous voulez, guerrière, voilà, qui veut mettre l'humanité tout entière dans la destruction et dans la mort. Alors, je dirais d'abord, ça c'est quelque chose que nous connaissons, cette guerre est manifeste tout d'abord, et bonjour à notre ami afghane, elle est manifeste en Afghanistan, où les femmes et les petites filles sont les premières victimes de la prise de pouvoir, la reprise de pouvoir par les talibans, machistes et misogynes, voilà. Alors, en dehors de voiler les femmes, les rendre invisibles, les mettre sous terre, exclus des écoles, etc., du travail, enfermés dans les maisons, pourchassés par les résistantes, et évidemment, aujourd'hui, interdites jusqu'au son de leur voix, et on revient à la question de la voix des femmes. Donc, si vous voulez, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran aujourd'hui, que ce soit en République démocratique du Congo, par exemple, et avec lesquelles nous luttons également. Je veux dire, on estime à plus d'1 million le nombre de femmes et de petites filles violées depuis plus de 25 ans au nom d'une guerre sans fin. Donc, mais il y a des survivantes et ces femmes sont d'un courage absolument exceptionnel. Voilà. Donc chaque jour aujourd'hui, il y a aussi des viols qui sont perpétrés dans le monde entier. Voilà. En Iran, vous le savez, nous étions en 79 à Téhéran, le 8 mars 1979, lorsque l'ayatollah Khomeini, qui n'était pas encore tout à fait déclaré en République islamique, s'adressant aux femmes et aux hommes qui venaient de terrasser donc la dictature sanglante du Shah et qui manifestaient dans les rues, annonça donc évidemment les premières victimes, on va dire, de cette République islamique telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire les femmes. Et les femmes ont protesté immédiatement dans les rues. Il y avait plus de 50 000 femmes dans la rue. Nous étions 4 avec elles, je veux dire, pour manifester à ce moment-là, de France et aussi une américaine. Et c'était quand même quelque chose de très prégnant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, comme hier, ce sont les mêmes slogans, les mêmes revendications, la même volonté, le même désir des femmes de liberté, de vie, je veux dire, de démocratie. Il y avait le mot démocratie qui était, je veux dire, scandé tout au long de ces manifestations du 8 mars 1979, comme il l'est aujourd'hui encore par les femmes iraniennes. Voilà. Donc, je ne vous parle pas des États-Unis, etc., mais il faut aussi dire que les droits que nous avons obtenus, je veux dire, en France et dans le monde, le continent le plus avancé en matière de droits des femmes et de droits humains, c'est le continent européen. Et c'est aussi, moi j'étais à toutes les conférences des Nations Unies, nous avons été à toutes les conférences des Nations Unies depuis 1975 avec Mexico, et surtout celles des années 1990, et celles notamment sur les droits des femmes, et cela représentait, et cela représente toujours le modèle européen social, j'entends, pas libéral, social, je ne parle pas de la dérive libérale qu'on peut contester, bien entendu, était un modèle quand même très, très, très important. Or, aujourd'hui, la guerre se porte au cœur de l'Europe, donc dans ce continent. Et où il y a un empire, on va dire, russe vieillissant, qui tente de restaurer sa toute-puissance antidémocratique,
menée par un dictateur à la virilité proclamée et obscène. Voilà, cette guerre déclarée par Poutine à l'Ukraine et à l'Europe démocratique, voilà, représente une mise à mort pour le leadership du monde. Voilà. Et ça, c'est très important parce que les Ukrainiennes et les Ukrainiens, on y reviendra sur les Ukrainiennes, sont devenus les victimes, les otages, mais en même temps, ce sont celles et ceux qui donc luttent le plus efficacement contre cette volonté hégémonique on va dire, de détruire, en tout cas, ce qui serait un avenir démocratique. Voilà. Alors, cette protestation virile, comme on la déclare, que ce soit en Iran, en Afghanistan et partout dans le monde, est à l'œuvre dans toute l'économie donc guerrière et entraînant non seulement les femmes, mais toute l'humanité. Alors, il y a aussi la question de la guerre qui ravage le Moyen-Orient, que ce soit, par exemple, personne n'est étonné de savoir que les voies de la paix en Palestine et en Israël sont celles, par exemple, des femmes, sont celles de la marche des femmes, bien, main dans la main. Je vous rappelle que 4 jours avant le massacre donc du 7 octobre, les femmes de la marche pour la paix palestinienne et israélienne ont défilé comme elles le faisaient déjà depuis 2, 3 ou 4 ans, je veux dire, dans une énorme marche entre Palestine et Israël. Et c'est tout de même, à chaque fois, ces voix-là qui veulent être éteintes. Voilà. Donc, alors je passe sur... alors moi, je dirais, donc, malgré cette terrible répression, donc les femmes, encore et toujours, se dressent pour affirmer donc la liberté de leur corps. Alors, et ça partout dans le monde, que ce soit les Saoudiennes, par exemple, que ce soit bien entendu les Africaines, que ce soit donc les Congolaises, etc., les Soudanaises. Et c'est très, très important parce qu'il y a une lutte qui se fait à tous les niveaux, et y compris, bien entendu, en Amérique latine. En Amérique latine, c'est un point très important pour nous parce que nous considérons, je veux dire, depuis longtemps, par expérience, je dirais, de lutte, que malgré toute cette violence de protestation virile, malgré tous les backlash, malgré tous les retours au conservatisme et aux intégrismes, je veux dire, avec la remise en cause, mais constante de tous les acquis démocratiques pour les femmes et au bénéfice, bien entendu, des hommes, eh bien, il y a toujours quelque part, le mouvement des femmes est aussi un continuum que rien n'arrête. Il y a à tout moment, en un lieu de la planète, individuellement ou collectivement, des femmes qui affirment leur liberté d'action, de pensée, qui luttent pour maintenir leurs avancées à la conquête de leurs nouveaux droits. Alors c'est vrai que il y a eu des mouvements dans l'histoire au sens des avancées démocratiques. Il y a le mouvement de libération des femmes, qui est le seul mouvement qui demeure de 1968 et de ses avancées. Ensuite, nous avons eu Femen, le mouvement Femen, qui est arrivé en 2010, qui venait d'Ukraine, ce n'est pas rien, et qui a aussi, si vous voulez, donné une sorte de renaissance comme ça au mouvement fort de démocratie. Ensuite, il y a eu en 2015 Ni Una Menos en Amérique latine, qui est important, très très important, puisque nous étions en lien, nous sommes toujours en lien, vous le savez, avec nos amis notamment Argentine, mais d'autres pays d'Amérique latine aussi, du Chili. Et Argentine, pourquoi? Parce que nous étions déjà solidaires, je veux dire, des maires de la place de Mai lorsque elles faisaient leurs actions, et que comme nous étions en place du Châtelet toutes les semaines, au moment où elles étaient à la place en Argentine, à Buenos Aires. Donc, ce sont des solidarités qui se sont tissées. En même temps, ce sont des expériences, mais tout cela donne aussi une force très, 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 très importante. Donc, face à cette situation, si vous voulez, donc parce que je dois dire aussi que partout où les femmes ont le droit de maîtriser leur fécondité, les femmes résistent, affrontent avec courage la violence, les extrémismes, les discriminations, et elles défendent tous les droits humains. Voilà. Donc, que ce soit, alors on pourrait dire que on dit souvent les femmes sont des survivantes, en temps de paix comme en temps de guerre. Eh bien, les survivantes, Antoinette disait, les femmes sont des supervivantes, plus que des survivantes, c'est-à-dire plutôt que survivantes, supervivantes, c'est-à-dire que bien au-delà de leurs conditions de victimes, là où nous portons un triple fardeau, les femmes trouvent l'énergie, pour peu qu'on les encourage, de se transformer en actrices principales du changement, en force de proposition, en cœur battant d'une triple dynamique de démographie, de développement, de démocratie. Voilà. Donc, cette économie, ce mouvement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il
il y a effectivement la répression, il y a la protestation virile qui s'exerce, mais le mouvement des femmes, notamment, est une espérance parce que c'est un mouvement dans l'histoire non violent et irréversible. Voilà. Donc, la lutte, solidarité, vie, ça a été notre slogan dès 1974 pour combattre les dictatures qui existaient en Europe, car il y avait Franco en Europe, il y avait de nos amis qui étaient emprisonnés, Lydia Falcone, il y avait Eva Forest, etc. Il y avait Salazar au Portugal. Après, il y a eu la Grèce. Donc, il y a eu des dictatures militaires, hein, j'entends, au sein même de l'Europe. Donc, nous avons lutté contre ces dictatures et nous avons accompagné toujours, je veux dire, au niveau international, voilà, pour mettre fin à toutes les dictatures, comme ça se passe aussi aujourd'hui en Amérique latine, pour certaines, notamment en Argentine avec Milei, qui donc exerce une répression absolument obscène et une contre-offensive très antidémocratique. Voilà. Donc, je crois que je rappelle simplement que ce soit une crise sanitaire, une crise de croissance, une pandémie, une guerre, autant de crises de l'identité, on va dire, phallocentrée. Donc, il y a un malaise dans la civilisation, il y a un malaise dans la culture, pour cette structure colonisatrice qui veut toujours être le maître, l'auteur, le premier sexe, unique, incréé. Donc, il serait temps maintenant, notamment avec Antoinette Fouque, de proposer une lecture plus féconde de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire penser que vivre en démocratie, c'est écouter ce qu'on ne veut pas entendre. La guerre n'est qu'un stade infantile de l'humanité. Donc il s'agit, avec le peuple des femmes, de former une armée de la paix. Et le peuple des femmes, c'est la dernière ressource de l'humanité pour passer à une civilisation de l'être pour la vie. Voilà. Donc la révolution anthropologique engagée dès 68 par le mouvement de libération des femmes et qui a amené une démocratisation extraordinaire de la société, c'est la plus longue des révolutions, il faut le savoir. Elle sera évidemment faite de soubresauts, de volonté de restauration partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle la protestation virile, mais le mouvement long de l'histoire, c'est celui-ci, et ce n'est pas un autre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette extraordinaire exposition justement de ce mouvement de longue haleine, ce mouvement qui occupe un long chapitre de l'histoire et qui, on se dit, va dans les backgrounds, mais qui est tout à fait présente dans le monde. Et je garde énormément tous les messages que vous nous avez passés, mais la guerre, c'est celui de la guerre, c'est un état infantile de l'humanité. Restons avec cela et continuons à écouter notre prochaine intervenante. N'oubliez pas que vous pouvez commencer à poser les questions sur le chat et que vous aurez la possibilité aussi de poser des questions en intervenant, en allumant activant votre micro à la fin des 3 interventions. Donc, je passe à présenter notre prochaine intervenante. Elle s'appelle Sheila Nouri. Sheila, elle est la présidente de l'Association afghane de France. Elle est originaire d'Afghanistan. Elle a quitté l'Afghanistan à l'âge de 12 ans en 1980 après l'invasion soviétique. Et au sein de l'Association afghane de France, elle sensibilise sur les drames qui vit son pays sous le joug taliban depuis l'été 2021. Merci, Sheila, d'être ici avec nous et je vous passe la parole. Merci à vous de m'avoir invité à cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, désolée d'avoir été en retard. Donc, avant de vous parler de l'Association afghane de France, je voulais vous faire un petit rappel historique et rapide de l'Afghanistan. C'est-à-dire, pour comprendre la situation actuelle, il faut un petit peu revenir brièvement sur les dernières décennies. C'est-à-dire, on va remonter à la guerre froide, c'est-à-dire à l'invasion soviétique en 1979, et avec la résistance moudjahidine qui avait été soutenue par les États-Unis. Ça, c'est la première date. Ensuite, il y a eu les années 90, la guerre civile, et puis la montée des talibans. Première prise de pouvoir des talibans en 96, puis mise en place d'un régime islamiste radical, ce que nous voyons en cette deuxième prise de pouvoir, bien évidemment, qui est toujours et encore, qui va à l'encontre des femmes. Donc ensuite, 2001, je pense que tout le monde se souvient des attentats du 11 septembre. Juste avant, il y a eu l'assassinat du commandant Massoud le 9 septembre 2001,
qui a été un déclencheur du 11 septembre, c'est parce que nous, originaires d'Afghanistan, je pense que tout l'Occident a compris que ça avait un lien. Le crime commis contre le commandant Massoud et le 11 septembre, ça avait un lien. Donc ensuite, il y a eu cette intervention américaine qui a fait que les talibans ont chuté. Donc il y a eu un début d'une transition, on va dire, démocratique fragile, très fragile. On voit le résultat 20 ans après. Donc ensuite, de 2001 à 2021, il y a eu une tentative de reconstruction d'un État avec des élections, avec un parlement, une société civile qui a émergé, des droits, notamment pour les femmes, mais aussi une dépendance étrangère, malheureusement. La corruption qui avait atteint son summum, on va dire, et puis la guerre en continu contre les talibans. Et puis arrive un fameux traité de Doha durant 2 ans avec le gouvernement américain et le régime, enfin à l'époque c'était pas un régime, c'était un groupe terroriste, avec les talibans pour cesser enfin la guerre avec eux. Donc on a vu le résultat, 15 août 2021, les talibans ont repris Kaboul sans effusion de sang, après le retrait américain, après le retrait, on va dire, de l'Occident. Et le régime démocratique a chuté, on va dire, aussitôt. Donc, on va dire un résultat de 20 ans de pseudo-paix qui est détruit en quelques jours de prise de pouvoir. Donc, la situation actuelle, eh bien, depuis août 2021, l'Afghanistan est sous le contrôle total des talibans. La situation est extrêmement grave sur plusieurs plans. D'abord sur le plan politique, parce que les talibans ont aboli la Constitution. Il n'existe plus de parlement ni de justice indépendante. Il n'y a aucune forme de démocratie, aucune démocratie n'est tolérée en Afghanistan. C'est un régime dictatorial, il faut le dire, c'est le mot. Et puis toute opposition, y compris dans la diaspora, est réprimée. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, ensuite, les droits des femmes. Deuxième point extrêmement important, les femmes sont exclues de la vie politique. Pardon, publique, excusez-moi. Il y a eu interdiction de l'école pour les jeunes filles à partir du collège au départ, et puis interdiction d'aller à l'université, ensuite interdiction de travailler dans la plupart des secteurs, interdiction de voyager seule, obligation du port du voile intégral, et puis c'est une continuité d'interdiction sur interdiction, et puis moi, ce qui m'a vraiment choquée, l'interdiction qui a été vraiment la plus abominable pour moi, c'est interdire les écoles d'infirmières et de sages-femmes. Ça, c'est vraiment pour moi la pire des lois qu'on puisse mettre en place, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'infirmière, pas de sage-femme, et que toutes les femmes qui ont des complications lors des accouchements, et surtout celles qui ont besoin d'une césarienne, eh ben, comment font-elles? Et on les laisse mourir. Et ça, pour moi, c'est vraiment la loi de trop. Et celle-là, l'Occident aurait dû vraiment bouger, on va dire, pour moi. Je n'ai pas d'autre mot à dire, parce que c'est vraiment horrible. En tant que maman, c'est vraiment la loi qui m'a touchée le plus profondément. En tant qu'être humain, on ne peut pas accepter une loi pareille, ce n'est pas possible. Donc, excusez-moi, mais ce point-là, ça me tient énormément à cœur. Et puis, il y a les femmes militantes qui sont arrêtées, elles sont emprisonnées, torturées, parfois tuées, violées, et ainsi de suite. On va pas rentrer dans les détails, donc je pense que tout le monde sait à peu près. Puis l'Afghanistan d'aujourd'hui est le seul pays au monde où l'éducation des filles est interdite, on va dire, à tous les niveaux. Les petites filles peuvent étudier jusqu'à l'âge de 7 ans, mais il faut savoir que quand on parle d'étudier jusqu'à l'âge de 7 ans, ce sont pas des écoles traditionnelles, ce sont des madrasas, ce sont des écoles coraniques. Donc on les imprègne dès le plus jeune âge à être soumises à l'homme, c'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas le bon Coran, on leur apprend ce que ces messieurs ont envie que ces jeunes filles apprennent, c'est-à-dire la soumission totale à l'homme. Voilà. Donc, c'est catastrophique, on va dire. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, au niveau de l'économie et puis de l'humanitaire, le pays est en crise totale. Il faut savoir qu'avant la prise de pouvoir des talibans, le pays allait déjà mal au niveau économique puisqu'il y avait une corruption qui était énorme. Les 2 derniers gouvernements qu'on avait eus, Karzai et Ghani, il faut le dire le mot, c'était des gouvernements de corrompus. Et c'était visible, il fallait juste aller en Afghanistan et vous voyez la corruption, c'était visible à l'œil nu. En dehors de ceux qui même emmenaient l'argent à l'extérieur, vous le voyez déjà sur place, c'est-à-dire des mini-châteaux à gauche à droite. Vous voyez que c'était la corruption.
Donc, le pays est en crise totale parce que, il y a eu le gel des avoirs par les Américains, il y a les sanctions internationales, et puis la famine et la pauvreté qui s'est généralisée. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'était déjà la pauvreté était déjà très, très présente, puisque moi, j'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'était un pays très, très pauvre. Et la prise de pouvoir des talibans a fait que la crise s'est vraiment généralisée parce que l'économie s'est arrêtée à la prise de pouvoir, justement à cause du gel des avoirs, à cause des sanctions internationales, tout ça pour mettre une pression sur les talibans. On voit le résultat. Ça n'a eu aucun effet sur ce régime. Et puis, les ONG humanitaires qui sont surveillées, certaines interdites. Et puis, on dit que là, en 2026, les talibans vont complètement interdire les ONG étrangères. Donc, déjà qu'il y a une crise humanitaire, sanitaire, sociale. En plus, ils vont interdire les ONG une bonne fois pour toutes en 2026. Donc, en fait, ils vont complètement renfermer ce pays. Et pour je ne sais pas faire quoi de ce peuple. J'ai beau réfléchir, je ne comprends pas. Donc, les familles, que font-elles pour survivre? Eh bien, je pense que vous avez tous vu les différents reportages à la télévision. C'est que nous, en tant qu'association, on le voit sur le terrain, c'est que les familles très, très pauvres sont obligées de vendre un des enfants pour pouvoir nourrir le reste de la tribu, on va dire. Et c'est horrible parce qu'il y a les pédophiles qui achètent ces enfants. Là, on a envie de vous dire, bon, c'est des pédophiles. De l'autre côté, vous avez les trafiquants d'organes, donc qui achètent ces enfants, ces petites filles. Il n'y a pas que les petites filles, il y a les petits garçons aussi, parce qu'on a tendance à toujours oublier qu'il y a les petits garçons qui sont dans l'eau aussi, qui les achètent et qui vendent leurs organes. Donc ça, c'est horrible aussi parce que c'est ce que je dis depuis 2021, quand là, désormais, en Occident, on reçoit des dons d'organes qui arrivent miraculeusement. Posez-vous toujours la bonne question, d'où arrivent miraculeusement ces dons d'organes? C'est de ce genre de pays d'Afghanistan, parce qu'il n'y a pas que l'Afghanistan, malheureusement, qui est touché par ce fléau. C'est beaucoup de pays pauvres sont touchés par le fléau des trafiquants, malheureusement. Je suis désolée, ça m'émeut un petit peu, mais même énormément. Donc, ensuite, il y a la liberté d'expression. Les journalistes sont réduits au silence. Donc, beaucoup de journaux nationaux ont été fermés. Donc, et puis, la censure est totale, la peur règne. Donc, vous n'avez pas le droit de dire un seul mot de travers sur les talibans, sinon, soit vous êtes enlevé et tué, soit vous disparaissez. Donc, beaucoup de journalistes se cachent, se tairent. Malheureusement, beaucoup n'ont pas réussi à quitter l'Afghanistan parce que malheureusement, c'est pas simple de sortir de ce pays qui est en proie à la guerre. Enfin, la guerre, là, plutôt à la peur, parce qu'on va dire que désormais, c'est un pays qui est en paix. C'est ce que l'Occident dit, c'est un pays en paix. Donc, j'aimerais bien qu'on me retranscrive le mot paix. Actuellement, le mot paix n'a plus le même sens qu'avant pour moi. Le mot paix a perdu tout son sens, malheureusement. Internet est surveillé aussi, il faut savoir. Nous, en tant qu'association, nous recevons des messages. Avant, je recevais beaucoup de messages d'activistes et désormais, elles ont disparu. Certaines réapparaissent et je leur pose la question, mais pourquoi vous ne parlez plus? On m'a dit, et quand on te parle sur WhatsApp, certains d'entre nous ont été tracés. Donc, WhatsApp est tracé par les talibans. Voilà. Et puis, il y a les artistes, les enseignants, les intellectuels, toute cette diaspora-là essaie de fuir le pays. Quand elle n'arrive pas, enfin, quand toutes ces personnes n'arrivent pas, elles se cachent. Depuis bientôt 4 ans, il y a une grande majorité qui n'ont pas pu quitter le pays. Donc, il y a énormément de gens qui se cachent, qui sont toujours en danger. Il y en a qui se font attraper, on va dire, et qui disparaissent malheureusement. Alors, au niveau de la résistance et de l'espoir, malgré tout, le peuple afghan ne se résigne pas. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, il y a des formes de résistance visibles et invisibles aussi. Des femmes qui manifestent encore, même si nous ne le voyons pas à la télé. Il faut savoir que au départ, elles manifestaient, on les voyait, je ne sais pas si vous voyez à la télé, au départ, on voyait les femmes afghanes manifester. Tout à coup, elles ont disparu. On s'est dit, tout va bien. Non. Nous, en tant que franco-afghans, nous avions les renseignements de l'intérieur, c'est que il y a eu une telle répression, toutes celles qui ont manifesté ont été arrêtées. Donc arrêtées, je vous laisse imaginer ce qui se passait derrière. Donc arrêtées, battues et 3 petits points. À vous de comprendre ce qui se passait. Bien sûr, il y a eu des hommes qui les ont soutenus, parce que ça, on ne voyait pas à la télévision. On ne voyait pas à la télévision et il faut savoir qu'on me dit toujours pourquoi les hommes n'ont pas soutenu les femmes afghanes. Je dis, il y a une partie quand même qui ont soutenu,
les hommes lettrés, on va dire, ouverts d'esprit, ont soutenu leurs femmes, leurs sœurs. Et malheureusement, même ces hommes ont été arrêtés, il faut savoir. Ça, on n'en parle pas. Donc, ces hommes ont été menacés. C'est soit tu barricades, enfin, dire, enfermes ta femme ou ta sœur, soit c'est toute ta famille qui va être réprimée. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, ces hommes sont obligés de, on va dire, de cloître, d'enfermer la femme en question à la maison. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses. Donc, l'Afghanistan, en fait, c'est très compliqué comme situation parce qu'on dit que c'est devenu un peuple lâche, parce que moi, je l'entends énormément en tant que Français d'origine afghane. Je dis non, c'était un peuple de combattants qui est fatigué par la guerre. Depuis l'invasion soviétique jusqu'à là, 2025, on a eu une pseudo-paix de 2001 à 2021. Mais pour toutes les personnes qui ont été en Afghanistan, je peux vous assurer que ce n'était pas une paix totale. Puisque moi, pour y avoir été, parce que moi, comme a dit André là, j'ai quitté l'Afghanistan à l'âge de 2 ans. Donc, je ne connais pas mon pays d'origine. C'était sous l'invasion soviétique, mon père a disparu, donc on a été obligé de quitter mon pays. Et ce peuple est fatigué de la guerre. Ce peuple est fatigué. Ce peuple, durant 20 ans, a cru pouvoir vivre une vie à l'occidentale, ce qui était une erreur, on va dire, fatale de l'Occident, d'avoir trop vouloir occidentaliser un pays qui est déjà à la base un pays musulman. On aurait dû plutôt essayer d'inculquer, d'éduquer. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas attendu les talibans pour être un peuple, on va dire, il y a une grande majorité de l'Afghanistan qui n'était pas éduquée, surtout les villes, les contrées lointaines, les villages, tout ça n'était pas très lettré. Donc en fait, il fallait vraiment éduquer cette population pour qu'elle ne retombe pas dans l'obscurantisme. Malheureusement, on est retombé dans l'obscurantisme. Et ce n'est pas par choix, mais on nous a donné à l'obscurantisme, grâce à ce fameux traité de Doha. Excusez-moi. Alors, tout à l'heure, je disais quoi? Oui, la résistance. Eh bien, donc, je disais que les femmes manifestaient au risque de leur vie. Il y a des écoles clandestines pour les petites filles. Il y en a beaucoup, et heureusement qu'elles existent. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui circulent sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de regarder Instagram. Vous allez voir qu'il y a malgré tout une forme de résistance, aussi bien de la diaspora qui donne son opinion sur ce qui se passe en Afghanistan. Il y a des réunions ici en Occident pour voir comment faire pour faire que cet obscurantisme disparaisse de l'Afghanistan. Pas simple, la solution, je vais vous dire s'il n'y a pas de solution miracle, mais il ne faut surtout pas perdre espoir. Et puis la société civile afghane qui même réprimée ici en exil, eh bien, elle continue de résister à sa manière. Donc là, je vous dis, c'est grâce à des réunions. On espère qu'il y aura une lueur d'espoir. Il faut surtout garder l'espoir parce que si nous, ici en Occident, nous perdons l'espoir, je vous dis, je n'imagine même pas ce qu'au pays elles doivent... Enfin, bon, bref, voilà. Donc, la diaspora ici en France, elle a un rôle essentiel à jouer, c'est-à-dire son rôle, c'est de relayer les voix des femmes afghanes. Donc, le principal, c'est qu'actuellement, on ne parle quasiment pas de l'Afghanistan. On parle de l'Afghanistan chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui apparaît. Un nouveau décret des talibans, en dehors de ça, on n'en parle plus. Pendant 15 jours, on en parle à la télévision, voilà ce qui se passe, les femmes, on les interdit de ceci, cela, et puis on n'en parle plus. Ce qui fait que là, on arrive à 4 ans de prise de pouvoir. Eh bien, les talibans ont compris que quelque part, l'Occident s'en fichait un petit peu. On s'offusque de, oh mon Dieu, les femmes n'ont plus aucun droit, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait rien de plus. Si on a mis en place la reconnaissance de l'apartheid de genre, ce que moi je redis toujours, j'applaudis qu'à une seule main pour l'instant. Pourquoi? Parce que la reconnaissance de l'apartheid de genre, c'est quoi? C'est pour toutes les femmes qui arrivent ici sur le sol occidental, qui demandent l'asile et qui l'obtiennent automatiquement, enfin quasi automatiquement. Mais moi je dis, toutes celles qui sont en danger sont parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activistes qui sont à l'intérieur même de l'Afghanistan ou dans les pays limitrophes, en Iran ou au Pakistan. Et toutes ces femmes qui ont fait une demande de visa asile dans les ambassades françaises, que ce soit au Pakistan ou en Iran, n'ont aucune suite. Les ambassades restent muettes face à leurs demandes. Donc moi, cette apartheid de genre, je voudrais qu'elle joue un rôle
sur ces demandes de visa asile. Donc, pour moi, c'est ce que je dis, Rodi, c'est de la poudre aux yeux. C'est se donner une forme de bonne conscience, de dire, voilà, nous reconnaissons l'apartheid de genre pour les femmes afghanes. Je dis oui, mais encore, il faut savoir qu'en général, les femmes afghanes, quand elles arrivaient sur le sol occidental, elles avaient quasiment toujours le statut, sauf si elles avaient des histoires abracadabrantes, ou si elles n'étaient pas afghanes, ou si elles n'étaient vraiment pas en danger. Dans ce cas-là, elles avaient un refus. Mais moi, j'en connais très peu qui aient suivi un refus depuis que je suis en France, depuis toujours, c'est-à-dire. Donc voilà, j'ai envie de vous dire à nos politiques, merci d'un petit peu recadrer votre apartheid de genre et que ça soit utile pour celles qui sont vraiment en danger, parce que celles qui arrivent sur le sol occidental, elles sont, heureusement, Dieu merci, elles sont sauvées. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activistes, des journalistes, des avocates qui restent dans les pays limitrophes. Celles-là, il faut lire les dossiers. Donc voilà, ça c'est mon point de vue et j'aimerais beaucoup que les politiques nous écoutent sur ce point-là. Alors notre responsabilité en tant que diaspora, eh bien, nous en tant qu'Association afghane de France, eh bien, nous faisons en sorte que l'Afghanistan ne soit pas oublié. Nous passons, enfin, moi, en tant que présidente de l'association, je parle énormément aux médias, j'informe de ce qui se passe. J'informe énormément de ce qui se passe en Afghanistan, des témoignages que je reçois. Et nous, nous, les associations occidentales, nous restons quelque part, nous représentons la voix de toutes celles qui sont désormais opprimées, qui n'ont plus le droit de parler tout court. Et puis, surtout, nous appelons les institutions françaises, européennes, à ne pas normaliser les relations avec les talibans. Ce que malheureusement, ce qui se passe actuellement en Afghanistan, eh bien, les relations sont en train de se normaliser alors que les droits des femmes sont toujours aussi bafoués. C'est ça que je ne comprends pas. C'est retrouver une relation, on va dire, des relations normales normaux avec ce régime sans avoir mis une seule pression. Enfin, moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne fais pas de politique, je ne comprends pas. Il y a des choses que je veux bien comprendre la diplomatie, mais je pense que la diplomatie a ses limites. Là, non. Reconnaître ce régime, parce que là, tout l'Occident est en train de reconnaître ce régime, mais en attendant les droits des femmes, je crois on l'a mis de côté. Voilà. Donc l'Afghanistan n'est pas seulement un pays qui est en crise humanitaire ou géopolitique, c'est une crise de civilisation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et alors, donc, quand on refuse d'agir, c'est qu'on laisse toute une génération entière de femmes et d'hommes dans le silence, dans l'obscurantisme. Donc, quand on laisse toutes ces jeunes filles, toutes ces petites filles ne pas étudier, nous les laissons entre les mains de ces hommes, eh bien, qu'est-ce que ça donne, ces jeunes filles, ces petites filles, ces jeunes femmes qui grandissent, qui vieillissent? Eh bien, elles vont perpétuer malheureusement quelque chose, parce que là, désormais, on les formate à être uniquement des objets sexuels, il faut dire le mot. Donc, ça va rester en elles. Vous imaginez, déjà, nous, ici en Occident, nous avons des problèmes, on a besoin, on se plaint de tout et de rien, beaucoup ont besoin d'aller voir un psychologue, et imaginez là-bas, il n'y a pas tout cela. Donc, comment voulez-vous que ces petites filles, même ces petits garçons, puissent se construire? C'est très, très compliqué. Donc, voilà un petit peu la situation en Afghanistan. Je dois dire autre chose. Pour moi, là, c'était un petit point, je voulais faire court, mais ça a été quand même long. Je suis désolée. Donc, voilà en gros la situation en Afghanistan. Donc, et puis, on va arriver sur la création d'Afghanes de France. Donc, je l'ai cofondée avec 2 membres de ma famille, mon frère aîné et ma sœur aînée. Nous l'avons créée suite à l'urgence, puisque nous savions qu'au niveau économique, l'Afghanistan allait déjà mal, puisque pour y avoir été à plusieurs reprises, nous avons vu de nos propres yeux qu'il y avait une pauvreté extrême. Beaucoup de petites filles, de petits garçons, beaucoup de femmes qui mendiaient. Ça, nous l'avions vu avant même la prise de pouvoir des talibans. Et avec la prise de pouvoir, bien évidemment, ça s'est accentué. Donc, d'où la création d'Afghanes de France, où notre mission principale, c'est d'apporter une aide humanitaire, principalement aux femmes isolées avec enfants. Donc, tous les mois, depuis la création d'Afghanes de France, nous faisons une distribution alimentaire, de produits alimentaires à une 30aine de femmes avec enfants.
pourquoi nous avons tenu à justement faire des distributions principalement à des femmes isolées, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande majorité de femmes qui sont soit veuves en Afghanistan, soit mariées à des hommes âgés, donc qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Donc, il faut savoir que lors de la prise de pouvoir des talibans, il y a eu beaucoup de... On n'en parle pas dans les médias, mais les gens de l'armée beaucoup ont été massacrés. Donc, une grande majorité des femmes à qui nous distribuons les produits alimentaires, ce sont des veuves de guerre, on va dire. Donc, voilà, c'est pour ça que celles-là ont plus besoin de... Il y a des couples qui nous sollicitent, bien évidemment. Je leur dis, on ne peut pas tous vous aider parce que déjà, nous sommes une petite association. Et de deux, vous avez quand même un homme qui peut, même s'il n'y a pas de travail, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de travail en Afghanistan. Malgré tout, votre mari peut quand même trouver quelque chose qu'une femme isolée ne peut rien faire. Il faut savoir que là, avec toutes les restrictions, avec toutes les lois qui sont apparues, une des dernières lois, c'était l'interdiction de mendier pour les femmes également. Une personne qui a un petit morceau de pain, qui peut se nourrir d'un petit morceau de pain, n'est pas un mendiant. Donc, ne meurt pas de faim, donc elle n'est pas autorisée à aller mendier. Vous imaginez? Enfin, moi, j'essaie de m'imaginer cette scène-là, je me dis, je ne comprends pas. Donc, notre principale mission en Afghanistan, c'est l'humanitaire. Et maintenant, nous essayons également d'autonomiser les femmes, c'est-à-dire que là, nous leur avons offert des machines à coudre. Et comme ça, grâce à leur travail de couturière, eh bien, elles peuvent avoir une rentrée d'argent. Et ça, il faut savoir que les talibans n'interdisent pas. À partir du moment où ces femmes ne sortent pas, elles sont cloîtrées à la maison, elles peuvent travailler à leur propre compte, ça ne les dérange pas. On va dire tant mieux. Donc, grâce à cela, c'est notre nouvelle mission, c'est d'autonomiser ces femmes grâce à leur travail. Et parallèlement, ici en France, eh bien, nous essayons de sensibiliser les gens à la cause afghane en les informant de ce qui se passe sur place grâce à nos actions. Et de deux, nous ne montrons pas que le côté tragique. Nous organisons des soirées, des événements, des galas. Ces fameux galas, eh bien, au départ, nous faisons une table ronde. Il y a le côté tragique avec les différents les intervenants, les grands reporters de guerre qui viennent nous parler de la situation en Afghanistan. Et puis, nous présentons le côté gastronomique en Afghanistan parce que nous avons... Les plats afghans sont délicieux. Donc, les gens découvrent les plats afghans. Ils adorent. Et puis, la musique afghane. Puis, les défilés de mode parce que nous leur montrons que l'Afghanistan, ce n'est pas que la burqa. Ce n'est pas que les tenues tristes. Ce sont des tenues très, très colorées qui donnent un peu d'espoir dans ce monde d'obscurité en Afghanistan. Donc, voilà un petit peu. Voilà, voilà. Merci, Sheila. Je ne voudrais pas avoir la responsabilité de faire un commentaire devant un tel récit. Je peux vous dire seulement chapeau pour tout ce que vous entreprenez depuis la diaspora afghane en France, pour les femmes, pour nous toutes, parce que nous sommes tous liés. Il n'y a pas que les femmes d'Afghanistan. Quand il y a une femme qui souffre, je pense qu'on souffre toutes. Difficile. Quelles sont les questions, les commentaires du public pour la fin? Je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes pour poser des questions sur la discussion, sur la conversation. Si c'est le cas, et si vous avez nos contacts mail, vous pouvez nous écrire et je vais lire vos questions. Sachez aussi que vous pouvez activer les microphones à la fin de la dernière présentation qui est la prochaine. Et la prochaine intervenante, c'est la Megan Janes. Megan Janes, elle est activiste vénézuélienne, étudiante de sociologie à l'université d'Aix-Marseille. Elle a accepté d'être ici avec nous aujourd'hui, de nous donner un AVC de son point de vue de la réalité politique au Venezuela. Merci Megan et je te passe la parole. Bonjour, vous m'entendez bien car j'ai branché un micro. C'est parfait. C'est parfait. Super. Oui, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'était assez poignant les témoignages qu'on a eu avant sur l'Afghanistan. Donc, c'est un peu difficile de faire la transition.
Mais du coup, je vais expliquer la situation au Venezuela. J'ai fait une présentation, enfin un PowerPoint. Du coup, pour comprendre la situation actuelle du Venezuela, je pense qu'il faut comprendre le système qu'il y a en place et je vais essayer de l'expliquer en m'appuyant ne pas seulement des témoignages, mais aussi des recherches scientifiques et des rapports des ONG. Donc, je vais commencer à expliquer. Donc, avant de commencer, je pense qu'il faut faire un rappel de ce que c'est la démocratie. Juste, je fais le petit rappel avant de rentrer dans le cœur du sujet. La démocratie en tant que système politique repose sur des principes fondamentaux qui garantissent la participation active des citoyens et le respect de leurs droits. Il y a énormément de principes, mais je me suis focalisée que sur certains, car sinon ça serait trop long la présentation. Donc, il y a la souveraineté du peuple, par exemple, qui constitue un pilier essentiel pour la démocratie. C'est le fait que les citoyens ils puissent avoir la possibilité de voter lors des élections libres et équitables et être représentés dans les institutions publiques. La séparation des pouvoirs, qui est également importante pour maintenir un équilibre entre les différentes branches du gouvernement, donc le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, qui sont censés d'agir de manière indépendante pour garantir que les droits fondamentaux des individus soient respectés, l'égalité devant la loi, qui est un aspect fondamental aussi, qui stipule que les citoyens soient traités de manière égale devant la loi, de manière juste et impartiale. La garantie des libertés fondamentales est également clé pour la démocratie. Quelques exemples de libertés fondamentales sont la liberté de presse, d'expression et de réunion. Elles sont essentielles pour un débat public sain. Et la dernière que j'ai choisi d'évoquer, c'est l'alternance du pouvoir, qui permet aux citoyens de renouveler les dirigeants et de choisir un gouvernement qui répond à leurs attentes. Donc, nous allons voir si ces principes fondamentaux de la démocratie sont respectés par les systèmes chavistes ou les chavismes. Du coup, je vais d'abord expliquer le contexte qui a permis l'arrivée du chavisme avant d'expliquer les systèmes chavistes. Donc, il faut savoir que le Venezuela, c'était les pays d'Amérique latine qui avaient la démocratie qui a duré le plus longtemps au XXe siècle, ce qui était une fierté pour les Vénézuéliens des années 60 aux années 90, même si c'était une démocratie défaillante, on peut dire. C'était quand même un pays démocratique, ce qui était assez rare pour un pays d'Amérique latine. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça explique pourquoi l'immigration européenne, latino-américaine et plein de pays différents. Mais il y avait un mécontentement social à la fin des années 80 et aux années 90. Et à cause de la corruption, il y avait deux partis principaux, COPEI et AD, Action démocratique, qui ont perdu leur crédibilité justement à cause de la corruption et le contexte économique qui était assez compliqué. Et la vaste majorité des Vénézuéliens à cette époque-là, donc fin années 80 et années 90, ont perdu la confiance dans les systèmes politiques vénézuéliens. En 1989, il y a eu une grosse révolte dans la capitale qui a marqué l'histoire du pays. En 1992, Chavez, il participe à un coup d'État qui a échoué et il est même emprisonné. Et après, il y a un dirigeant qui les sort des prisons. Et le fait que Chavez il ait participé à ces coups d'État, ça lui donne de la visibilité et une image d'être quelqu'un de mécontent comme le peuple, et il devient un symbole du mécontentement populaire à cette époque-là. Donc, ça lui permet d'avoir une image visible et avec laquelle les citoyens s'identifient, car ils sont mécontents. Et il promet une révolution bolivarienne et participe aux élections et remporte les élections en 1998 avec 56% des voix. Donc, c'est quand même une victoire assez importante à cette époque-là. Pourquoi il remporte les élections? À cause du contexte politique et économique, car au niveau de l'économie, il y avait de la corruption. Et en plus de ça, les citoyens qui avaient fait la révolte dont j'ai parlé tout à l'heure, ils s'opposaient à la hausse des prix, justement, qu'il y avait eu dans le pays. Car il faut savoir que le Venezuela, c'est un pays avec du pétrole. Et aux années 70, quand il y avait c'est que les Européens, ils appellent le choc pétrolier.
pour les Vénézuéliens, c'était une bonne chose, car c'était un pays exportateur du pétrole. Donc, évidemment, si les prix du pétrole sont élevés, ça donne de l'argent à l'État vénézuélien. Et les pouvoirs d'achat étaient importants à cette époque-là. Mais après, il y a eu un moment où le Fonds monétaire international a proposé une mesure et les Vénézuéliens se sont révoltés car les prix sont montés, les prix des produits. Donc voilà, Chavez, il a remporté les élections. Maintenant, on va parler du chavisme, qui est le système d'Hugo Chavez. Je vais prendre des concepts sociologiques pour essayer d'expliquer de façon théorique ce que c'est le chavisme avant d'expliquer comment ça a été appliqué. Donc, les chavismes, j'aime bien la définition que Dick Parker a proposée. Il explique que c'est une idéologie, mais aussi un ensemble de pratiques politiques, économiques et sociales. Donc, si le chavisme, c'est une idéologie, mais également un ensemble de pratiques, il faut comprendre le cœur de l'idéologie et des pratiques. Donc, maintenant, je vais prendre la définition de Teodoro Petkov. C'est un Vénézuélien, un chercheur vénézuélien qui était communiste, mais qui a quitté le parti lorsque le Parti communiste vénézuélien a soutenu Chavez. Donc, ça c'est très intéressant. Car on pourrait penser que les personnes qui s'identifient à la gauche, ils vont soutenir presque systématiquement Chavez, surtout au début. Du coup, Teodoro Petkov, il définit l'idéologie chaviste comme un mélange de populisme, de socialisme et de nationalisme qui mobilise des discours anti-impérialistes et de justice sociale pour mobiliser les masses et légitimer son pouvoir. Et du coup, les mots que j'ai marqués en rouge, c'est des mots sur lesquels on peut s'attarder. Je vais d'abord expliquer le populisme. Je prends la définition de Kirk Hawkins, qui a également bossé sur le Venezuela. Il explique le communisme comme une approche politique qui cherche à représenter, le populisme, pardon, comme une approche politique qui cherche à représenter la volonté du peuple contre une élite perçue comme corrompue et déconnectée. Les nationalismes, je pense, dans le sens de cette idéologie chaviste, en fait, ça fait allusion au fait que certains politiciens et certains partis politiques... Comment? Vous m'entendez? Vous avez entendu un mot? Oui, sans souci. Je sais, c'est là qu'il y a le microphone activé. Je peux le désactiver depuis ici, pas de souci. Désolé pour l'interruption. Ça va. Du coup, pour les nationalismes, il y a certains gouvernements, comme le gouvernement chaviste, mais pas seulement. Enfin, au cours de l'histoire, on a vu ça dans plein des régimes différents. Il y a certains partis politiques et des politiciens qui font un amalgame entre être patriotique ou nationaliste et leur parti politique, comme si c'était un synonyme d'être fier de sa nationalité et son pays. Et dans le cas du chavisme, bon, là, normalement, je reste que dans la théorie, je ne vais pas forcément donner beaucoup d'exemples, mais j'ai quand même mis une phrase qui était la devise du gouvernement chaviste, patrie, socialisme ou mort. Déjà, ça montre que dans l'idéologie chaviste, du coup, enfin, il y a le nationalisme qui est mobilisé. Il faut soutenir leur parti pour être considéré comme quelqu'un qui est fier de son pays. J'ai mis aussi trahison à la patrie, car les gouvernements chavistes, dès qu'il était critiqué dans les médias, ou peu importe, dès qu'il était critiqué, Chavez, il parlait de trahison à la patrie comme si c'était synonyme, critiquer son gouvernement comme si c'était synonyme de critiquer le pays. Et socialisme dans le sens où c'est l'idéologie avec laquelle Chavez, il prétend s'identifier. Donc, je trouve que la définition de Petkov, elle est assez pertinente. Ça décrit assez bien les régimes chavistes, on va dire. Donc, là, je passe à la suite. Maintenant, on va parler vraiment des exemples. Franchement, vu les temps limités, j'ai noté des exemples, mais c'est pas... Enfin, j'aurais pu mettre beaucoup plus de choses ou d'autres choses. J'ai mis vraiment les exemples les plus, on va dire, je ne sais pas si les plus importants, mais bon, j'ai sélectionné des exemples car il y en avait trop. Du coup, maintenant, je vais parler des actions du chavisme. Des choses que le gouvernement de Chavez a fait. Donc, la discrimination politique. Chavez a encouragé
la discrimination contre les opposants politiques. Son gouvernement a licencié des milliers de Vénézuéliens, notamment des employés des institutions publiques. Par exemple, dans PDVSA, qui est l'entreprise nationale du pétrole, et je précise vite fait une petite parenthèse, cette entreprise nationale du pétrole, ce n'est pas lui qui l'a nationalisée, elle a été nationalisée aux années 70, car je sais qu'il y a pas mal de Français qui pensent que c'est Chavez qui l'a nationalisée. Le gouvernement de Chavez a viré énormément de Vénézuéliens. Je n'ai pas les chiffres officiels, je n'ai pas eu le temps de les chercher, mais il me semble que c'est plus de 1000 personnes, donc c'est quand même inquiétant. Licencié des Vénézuéliens qui ne s'identifiaient pas avec son parti. Et ce n'est pas la seule entreprise où il y a eu des gens arbitrairement licenciés en raison de leurs opinions politiques. Et les personnes identifiées comme des opposants politiques sont également exclues des programmes sociaux. Autrement dit, il faut soutenir les gouvernements pour bénéficier des programmes sociaux. Donc, il ne faut pas s'afficher comme opposant pour garder ses droits et son travail. Il y a eu des listes noires, comme une liste qui s'appelle Tarascon, qui punit les gens qui s'opposent au gouvernement. En gros, le gouvernement cherchait des moyens de cibler les personnes qui s'identifiaient comme des opposants politiques. Et bon, je passe au deuxième point, la manipulation du pouvoir judiciaire. En 2004, Chavez propose une loi qui permet au gouvernement de contrôler les tribunaux suprêmes de justice en augmentant le nombre de juges et en facilitant le remplacement des personnes qui sont là, des juges, par des alliés politiques. Donc, cela aboutit par affaiblir l'indépendance judiciaire et cela a rendu les tribunaux complices des violations des droits humains. En gros, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient pro-gouvernement chaviste dans les institutions judiciaires et étatiques, car c'est les seuls qui n'étaient pas virés. Donc déjà, il s'agit d'un régime où la prise de position politique peut faire perdre un poste de travail. La liberté d'expression et de presse sont également des libertés restreintes lors du gouvernement de Chavez. La liberté de presse a été compromise par des lois restrictives ainsi que des lois punitives qui interdisent ou punissent les critiques aux fonctionnaires et au gouvernement. Des sanctions sévères pour diffamation ont été imposées. Cela crée un climat de peur et de l'autocensure parmi les journalistes. Je peux m'attarder sur cette partie car il y a eu pas mal de médias qui ont été fermés, comme RCTV. C'était une chaîne de télé nationale qui était assez populaire dans le pays et qui était considérée d'opposition, même si les émissions, ce n'était pas forcément des émissions politiques, mais le gouvernement le considérait comme une émission de l'opposition et du coup, Chavez, il a fermé cette chaîne de télévision. J'ai aussi un exemple personnel avant de continuer. Car moi, j'ai grandi au Venezuela, donc je me souviens de certaines choses. Quand j'étais enfant et que j'ai regardé des chaînes nationales à la télé, je me souviens que des fois, Chavez, il coupait les programmes qu'il y avait à la télé, dans les chaînes nationales, pour diffuser des discours de lui. En fait, c'est lui qui parlait. Et quand on est enfant, on ne s'intéresse pas forcément à la politique. Et c'est un peu en mode... moi, je ne voulais pas regarder ça. Je voulais regarder des dessins animés. Et ça a duré longtemps, ça pouvait durer 1 heure ou plus d'1 heure. Mais moi, j'avais de la chance, car mes parents, ils sont quand même investis pour que je puisse avoir accès au câble. Et comme ça, quand il y avait Chavez qui coupait la programmation pour diffuser des discours, moi, je pouvais regarder des chaînes internationales pour regarder des dessins animés qui n'allaient pas être interrompus par Chavez, par son régime. Mais du coup, je me mets à la place des enfants qui n'avaient pas accès au câble et qui ont été obligés de regarder involontairement les discours de Chavez. Déjà, ça, c'est un peu bizarre. Du coup, c'est une façon de voir qu'il y a eu une volonté de contrôler l'opinion publique et la jeunesse. Il y a des personnes de ma génération qui n'ont pas eu la chance que j'avais, je suis consciente de ça. Là, je me suis trompée, j'ai mal écrit le mot syndicat, mais je voulais dire syndicat. Les syndicats sont contrôlés. Le gouvernement de Chavez a également tenté de redéfinir le mouvement syndical et favoriser les syndicats alignés à son régime et empêcher les syndicats indépendants d'exister ou de négocier des contrats collectifs. C'est une violation au droit des travailleurs de s'organiser librement. La société civile est également ciblée. Donc, par exemple, les sociétés des droits humains ont été ciblées par des enquêtes pénales et des tentatives de disqualification. Je vais citer un exemple qui n'est pas d'une ONG nationale, mais c'est un exemple assez parlant.
La personne qui a représenté l'ONG Human Rights Watch, qui a rédigé un rapport de presque 300 pages sur les régimes chavistes, a été expulsée du pays suite à la publication de ce rapport, où il parlait de la restriction des libertés, les viols des droits humains et les viols des conventions et du droit international, qui ne sont pas respectés par les gouvernements chavistes. Donc, les gouvernements limitent déjà le nombre d'ONG qui opèrent dans les pays, et évidemment, les ONG nationales subissent les plus de conséquences, car c'est celles qui sont les plus faciles à contrôler. Et son régime les accuse de subversion et impose des contrôles arbitraires de leur financement pour les ONG nationales. Et pour les internationales, du coup, il y a des exemples comme ça, des représentants qui se font virer et expulsés du pays. Les réformes constitutionnelles. En 2007, Chavez il propose et applique des réformes qui lui permettent d'élargir son pouvoir exécutif. Ça lui permet de suspendre de façon indéfinie les droits fondamentaux, les libertés fondamentales en cas d'état d'urgence sans le contrôle judiciaire. Je rappelle que les libertés fondamentales sont celles que je citais au départ quand j'ai parlé de la démocratie, donc la liberté de presse, de réunion, etc., qui doivent être obligatoirement respectées si on se base sur les droits internationaux. Donc, ça montre que le chavisme est un système qui a un rapport arbitraire au droit. Et du coup, je me suis appuyée sur des recherches faites par un chercheur vénézuélien qui s'appelle Javier Corrales Hidalgo. En gros, il a expliqué que le régime chaviste, c'est un régime hybride. Donc, un régime hybride, c'est un régime qui mélange des éléments de démocratie et d'autoritarisme. Ça permet de montrer que non, ce n'est pas un régime démocratique. C'est un peu un entre-deux entre la démocratie et la dictature. À l'époque où Chavez, on va dire au début des années 2000. Donc, j'ai trouvé ça assez pertinent. On reste encore sur Chavez. En 2009, Chavez propose un référendum qui lui permet de se présenter indéfiniment au gouvernement. Il peut postuler en permanence au gouvernement. Donc, si vous vous souvenez, au début de la présentation, quand j'ai parlé de démocratie, j'avais évoqué l'alternance des dirigeants. Donc, déjà, il rompt avec ça aussi. Et je rappelle que Chavez, il est resté au pouvoir pendant 14 ans. La seule raison pour laquelle il n'est pas encore au pouvoir, c'est car il est mort. Sinon, il serait encore au pouvoir. Donc, c'est assez inquiétant aussi. Donc, il ne respecte pas les principes des droits fondamentaux que j'ai cités au départ. Vous allez voir si on va aller voir la souveraineté. Bon, après, j'expliquerai plus en détail dans certains cas, mais c'est sûr que la garantie des libertés fondamentales et l'alternance de pouvoir, elles ne sont pas respectées. L'égalité devant la loi, pas trop non plus, vu les faits de licencier arbitrairement des gens. Maintenant, je vais parler de la période des... Ah, pardon, je vais faire une conclusion pour Chavez avant de passer à la période des Maduro. Les actions de Chavez ont conduit à un affaiblissement du système démocratique, une concentration des pouvoirs et une répression systématique de l'opposition. La promesse initiale de libérer le pays des pratiques discriminatoires a été remplacée par de nouvelles formes d'exclusion. En somme, les actions de Chavez ont changé les paysages politiques du Venezuela et ont eu un impact dévastateur sur les droits humains et les libertés fondamentales, ce qui crée un environnement de peur et de répression pour les opposants politiques. Donc là, on peut passer à la période des Maduro. Donc, il faut savoir que Chavez, il est mort du cancer et avant de mourir, il a choisi Maduro comme son successeur. Donc, ça, j'ai oublié de le préciser, mais les régimes chavistes contrôlent les institutions, comme je l'avais expliqué, étatiques et judiciaires, et du coup, contrôlent les CNE, les Centres national électoral. Donc, quand il meurt et qu'il y a Maduro qui se présente aux élections, les gens ils se remettent en question s'il a vraiment remporté les élections ou pas, étant donné que c'est des élections irrégulières. Mais bon, ça, c'est une chose qu'on ne pourra pas savoir. Maduro, il prend le pouvoir en 2013 et les pays se retrouvent en crise politique, économique et sociale. La crise économique, elle s'explique par plein de raisons. Déjà, l'économie dépend du pétrole.
Donc, la chute des prix du pétrole a touché les pays, mais aussi la mauvaise gestion du régime chaviste. Je vous invite à faire des recherches. Après, moi, je ne m'y connais pas assez en économie pour expliquer dans les détails pourquoi les pays est en crise économique. Donc, je me focalise que sur l'aspect politique. Et en crise sociale, car plus le temps passe, plus les gens sont mécontents du régime chaviste. Et du coup, il y a de plus en plus d'opposants et de la répression. Et il y a des gens qui veulent voter pour Maduro, d'autres qui ne veulent pas. Enfin, il y a de grosses tensions. Et politique par rapport au fait qu'il s'agit d'un régime hybride, la crise. Donc là, je vais parler de quelques mesures, mais il y a tellement de mesures, j'ai vraiment juste pris celles du départ, car sinon, ça serait trop long de parler de toutes les mesures autoritaires. Alors, dès que Maduro il prend le pouvoir, il renforce les mesures autoritaires déjà mises en place par Chavez. Moi, je pense que la communauté internationale a moins de mal à voir le côté autoritaire chez Maduro que chez Chavez, car c'est encore plus flagrant et que Maduro il a moins travaillé son image internationale par rapport à Chavez. Si j'ai le temps, j'en parlerai de ça à la fin de la présentation, mais je n'ai pas vraiment développé ça. Je vais me focaliser vraiment sur les mesures que Maduro et Chavez ont fait. Donc là, je continue avec Maduro. Du coup, Maduro, il investit des moyens économiques pour la répression. En 2015, il propose une loi de sécurité de la nation pour renforcer encore plus les pouvoirs de l'État en matière de sécurité et pour légaliser les interventions militaires dans les affaires civiles. Donc, ça permet de légitimer encore plus la répression des manifestations contre les régimes. En gros, la loi que Maduro il a passée en 2015, ça lui permet de réprimer les peuples et que ce soit plus ou moins légal de le faire, ce qui est assez inquiétant au niveau des droits humains. Donc, les chiffres des détentions arbitraires augmentent dans la période Maduro, déjà car plus le temps passe, plus il y a des opposants politiques, mais aussi car il y a de plus en plus de répression. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Je ne sais pas si la personne peut l'éteindre pour ne pas écouter ma voix. Je l'ai fait. Ah, merci. Et du coup, Maduro, il a pris le pouvoir en 2013. Là, on est en 2025. Et dans toute cette période des pouvoirs, en gros, il y a eu 18 000, à peu près 18 000 détentions arbitraires, ce qui est énorme. Il faut savoir aussi, ça je ne l'ai pas précisé, mais les plus grands centres de torture en Amérique latine se trouvent au Venezuela. Ça s'appelle Helicoide et c'est une institution c'est un lieu qui avait été construit pendant une autre dictature aux années 50, car moi, si vous vous souvenez, au début de la présentation, j'ai dit que la période démocratique, c'était des années 60 aux années 90, donc c'était avant la démocratie, quand les pays étaient en dictature. Il y avait un dictateur qui avait construit les lieux qui s'appellent Helicoide, c'était censé être le plus grand centre commercial d'Amérique latine, mais le régime chaviste a pris ces lieux délaissés et l'a transformé dans un centre de torture. Donc, il y a pas mal de la place pour enfermer arbitrairement les gens. Donc, 18 000 Vénézuéliens sont arbitrairement emprisonnés depuis 2013. Là, on est en 2025. Au moins 300 manifestants ont été assassinés. Je ne sais pas si c'est en 2014 ou 2017, mais il me semble que c'est en 2017. L'année, c'est à vérifier. Mais il y a pas mal de personnes assassinées aussi, même si les chiffres de détention arbitraires sont supérieurs. Et il faut se souvenir que si le régime chaviste était un régime hybride au départ avec Chavez, et qu'après ça devenait de plus en plus autoritaire, le régime chaviste avec Maduro, ça devient un autoritarisme chaotique, si je me base sur la chercheuse Ana Ayuso. En gros, l'autoritarisme chaotique, c'est qu'un système politique est caractérisé par des pratiques autoritaires et d'instabilité institutionnelle. Là, j'avais parlé de 2015. Ah, une autre chose que j'ai oublié de mentionner. En 2015, comme c'était un régime hybride, donc au départ, qui gardait
certains aspects démocratiques et autoritaires. En 2015, il y avait des élections pour l'Assemblée nationale et c'est l'opposition qui a remporté ces élections-là, ce qui semblait une bonne chose. Sauf qu'après, en 2016, Maduro, il déclare l'état d'urgence et en gros, ça lui permet d'enlever de ne pas être obligé légalement dans les lois vénézuéliennes chavistes de respecter les libertés fondamentales. Donc, et de prendre les décisions à la place de l'Assemblée nationale. Donc, en gros, il a enlevé du pouvoir à l'Assemblée nationale par des lois arbitraires. Donc, la victoire de l'opposition n'a pas servi à grand-chose. Pour revenir à l'autoritarisme chaotique dont j'ai parlé vite fait, la chercheuse, elle explique que les phénomènes n'affectent pas seulement la qualité de la démocratie, mais créent un climat d'incertitude et de peur parmi la population, limitant la capacité des citoyens à agir en défense de leurs droits et libertés. Donc, la transition vers un autoritarisme chaotique représente un défi pour les Vénézuéliens. Après, ça prendrait trop longtemps de continuer par année de parler des lois. Donc, je vais vraiment sauter et passer à 2024, qui est une année assez importante. En 2024, il y a eu des élections. Et avant de parler de ce qui s'est passé après les élections, je vais d'abord expliquer que malgré le fait que les Vénézuéliens sont en colère et qu'ils ne font plus confiance au processus électoral, il y a une leader d'opposition, María Corina Machado, je pense que vous avez entendu parler d'elle dans les médias. Pas forcément, ça on en parlera après si on a le temps, mais les médias, ils ne sont pas forcément la bonne manière de raconter les affaires étrangères, je pense. Mais en gros, elle a vraiment motivé les gens à se mobiliser pour les élections et le régime chaviste ne lui a pas donné les droits de participer, de vraiment se présenter aux élections. Du coup, elle a cherché une remplaçante. Au départ, il y a une femme, mais la femme, elle n'a pas été acceptée. Et du coup, après, son autre remplaçant, c'était un ancien diplomate, Edmundo González. Peut-être vous avez entendu parler aussi. Et du coup, voilà, il y avait Edmundo qui s'est présenté aux élections avec le soutien de María Corina. Et là, ça a motivé les gens à se mobiliser, ce qui n'arrivait pas depuis un moment. Et les gens ont participé aux élections, plus que dans les années des élections précédentes. Et comme d'habitude, Maduro, il annonce sa victoire malgré toutes les irrégularités du processus électoral. Sauf que cette fois-ci, il y a l'opposition qui a scanné une chose qui s'appelle procès-verbaux. En fait, bon, ça va être trop loin à expliquer, mais en gros, le système électoral au Venezuela, c'est électronique. Et en gros, les gens, ils votent par des machines, dans des machines, comme des ordinateurs, on va dire. Et après, il y a des tickets qui sont imprimés à chaque fois qu'une personne vote. Et les gens de l'opposition qui étaient dans les bureaux des votes ont scanné, du coup, ces papiers imprimés par les machines avant que le régime il annonce sa victoire, comme d'habitude, et qui modifie les données dans l'ordinateur. Donc, l'opposition, elle scanne 70% des votes et les met sur Internet, sur un site Internet. Donc, on voit que cette fois-ci, ça a été un peu prémédité de montrer que Maduro, il n'a pas remporté les élections, comme on s'est douté, tous les Vénézuéliens, on s'est douté qu'il allait dire qu'il a remporté les élections. Mais il s'est passé ça, cette fois-ci, ce qui était différent. Et Maduro, il n'a fourni aucune preuve. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'opposition qui avait scanné les procès-verbaux, Maduro, il aurait sûrement, il aurait fait comme d'habitude, payé à son équipe pour modifier les données sur l'ordinateur. Mais il n'a pas fait ça, car les gens de l'opposition ont scanné les procès-verbaux avant qu'ils puissent faire la triche sur l'ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on Megan, désolé, seulement une petite remarque. Nous sommes en cours de temps. Et là, je pense qu'il vous reste environ 2-3 minutes pour laisser un peu de temps pour les questions. Ça va. Est-ce que c'est possible? Désolée. Oui, Je ne vais pas faire ça, mais voilà. Et pour que Sheila et Elisabeth puissent rester aussi un petit peu. Merci. Ça va. Du coup, c'est pour ça qu'on parle des fraudes électorales. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des élections au Venezuela, surtout depuis Maduro,
il y a des gens qui font des manifestations car on se doute que Maduro n'a pas remporté les élections. Et cette fois-ci, en 2024, il a emprisonné à peu près plus de 2400 Vénézuéliens arbitrairement envoyés dans les plus grands centres de torture qui se retrouvent au Venezuela, enfin les plus grands centres de torture en Amérique latine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, parmi les détentions arbitraires, il y a des femmes, des enfants, des autochtones. Et il rajoute aussi des points de contrôle. En gros, c'est quand les gens ils sont en voiture, il y a des points de contrôle où genre la police et elle leur demande de s'arrêter et de montrer leur téléphone. Et comme ça, ils vérifient s'il y a des contenus anti-régime chaviste ou pas. Et pour se faire arrêter arbitrairement, si jamais c'est le cas. Il y a aussi l'annulation arbitraire des passeports des opposants politiques, ce qui est un risque en fait, pour les opposants, notamment ceux qui ont la visibilité. Il y a l'ouverture des centres, Maduro, il appelle ça rééducation, mais c'est des centres de torture. Il a ouvert déjà pas mal, enfin, il a ouvert au moins 2 depuis 2024. Il y a 17 centres de torture dans la capitale du Venezuela actuellement. Il a aussi fait passer une loi anti-ONG pour contrôler, du coup, et empêcher les actions des ONG. Il a mis en place aussi une application pour cibler des opposants politiques. Et ça, c'est arrivé aussi, marqué avec un X, les maisons des opposants. Donc, la CIDH, Commission interaméricaine des droits humains, ont parlé du terrorisme d'État pour parler du régime chaviste, notamment dans le pouvoir de Maduro. C'est un régime qui met en place le terrorisme d'État. Je vous laisse après, je vous conseille de chercher ce que ça veut dire. Là, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Et il y a des ONG qui parlent de crimes contre l'humanité. C'est quand un pays est victime des crimes, mais qui n'est pas forcément en guerre. Donc, à cause de la situation politique depuis un moment au Venezuela, les Venezuela, c'est les pays où il y a le plus de gens qui fuient le régime dans un pays qui n'est pas en guerre. Il y a 25% de la population qui est à l'étranger. À peu près 8 millions de Vénézuéliens qui sont à l'étranger. Donc là, j'ai mis ça en conclusion pour cette partie. L'opposition n'a pas de couleur de peau ni classe sociale, car je sais que la majorité, je sais que dans les médias français et européens, énormément de fois, il y a des Européens qui ne comprennent pas la situation et qui pensent que c'est une opposition entre la droite et la gauche, les riches et les pauvres, et ce n'est pas vraiment ça. C'est juste le peuple contre le régime. Donc voilà, je vous invite juste à vous informer sur les régimes chavistes, notamment sur Maduro, et de soutenir les Vénézuéliens qui luttent et essayent de dénoncer du coup ce qui se passe. Et j'espère que c'était clair, car c'était pas facile à expliquer. Merci beaucoup, Megan. On sait que nous, les Vénézuéliens, on sait comment c'est très difficile d'expliquer. Oui. Il y a des spécialistes, hyper spécialistes, depuis des décades, d'autres décades, le nombre d'années qu'il y a ce type de système au Venezuela, qui se casse la tête aussi pour l'expliquer. Donc, merci pour cette contribution et cet effort, un beau effort pour justement essayer qu'on comprenne toute la séquence logique, historique, temporelle de ce régime. Mais il y a des mots qui nous restent de toute manière sur les caractéristiques, le populisme, le socialisme, le nationalisme, l'autoritarisme. Donc, on ira plus en profondeur dans des prochaines séances, j'espère, de ce cycle de conférences. Par contre, je sais que le temps il est limité. Je vais lire quelques commentaires et questions que nous avons dans le chat. Clara Cardenas qui nous dit, je pense que c'était une question qui était posée pour Sheila. C'est possible? Parce que je dis aux gens si vous écrivez une question, un commentaire sur le chat, essayez de mettre le nom à qui ce commentaire ou question elle va être adressée. Donc, un témoignage poignant et douloureux. Elle pose une question. Est-ce que l'oppression de la femme et la violence de la répression a eu un impact sur la natalité et la mortalité infantile, j'imagine, en Afghanistan? Milo Oviedo Massé qui nous dit bravo pour ce que vous faites pour les femmes afghanes. Moi-même, qui a dit Megan, il y a environ 18 000 personnes, voire 28 000, jusqu'à 22 000 personnes qui ont été licenciées à l'époque de la compagnie entreprise pétrolière au Venezuela nationale. Mirlo Oviedo Massé qui dit le terme démocrature existe officiellement, c'est votre analyse sociologique. J'imagine que c'est pour Megan. On peut peut-être faire un post dans les commentaires et je vous laisse soit répondre ou rebondir. Même parmi les intervenantes, si vous voulez
rebondir sur des sujets que vous avez évoqués. Vous êtes tous libres de le faire. Et puis, il y a des félicitations d'Emilie. La présentation était très bien. Et Mirla, merci Megan, excellent résumé. Merci pour les 3 excellentes conférences. Mili, ce qui se passe au Venezuela est très bien expliqué. Malheureusement, 15 minutes, c'est trop peu pour expliquer la situation actuelle du pays, mais le résumé est bien. Et OK, il y a des commentaires qui continuent à être écrits. Alors, je vous laisse vous organiser comment, qui répond en premier. OK. Je pense qu'on peut répondre par rapport à l'ordre des questions, non? Oui, et Mahmoud El Gabak, et il voudrait poser une question par audio, je pense. Salut, Mahmoud. OK. Pardon, je voudrais faire un petit commentaire s'il y a de temps, mais le temps est compté, je crois. Oui, mais vous pouvez le faire, avant qu'on commence le tour des réponses. Ah bon? Ah oui, alors vite, je le fais dans l'ordre inverse. Concernant la Venezuela, je crois qu'on a par exemple en Syrie une dictature des Assad qui a duré presque 60 ans. Et il y a pire, il y a aussi la commande internationale des dictatures despotes, parce que le Venezuela, sous la dictature, ils ont toujours voté aux Nations Unies pour soutenir le régime Assad. Pour la définition que vous avez dit, je crois qu'il faut rajouter l'indépendance de la presse et comme, disons, les médias comme quatrième pouvoir, aussi la séparation du pouvoir, y compris le pouvoir médiatique. Pour l'Afghanistan, je dirais, bon, en Afghanistan, en Iran, la situation est catastrophique, mais un accident, je ne crois pas qu'il faut dormir sur ses lauriers. Surtout pas. Il a été dit qu'en Europe, les droits des femmes sont respectés au mieux, peut-être, mais il y a beaucoup à faire. En Europe aussi. On ne vous entend pas, Nicole. Nicole, je vais allumer votre microphone. Vous m'entendez, moi, non? Oui, oui, toujours, oui, parfait, parfait, oui, parfait. D'accord. Et je voudrais dire que, par exemple, en Europe, ils ont fait des États aussi, disons, un peu de verbiage pour l'Iran, depuis la chute du Shah. L'Occident se dit soutenir la démocratie en Iran, mais en réalité, le commerce a continué et il n'y a pas un soutien réel. Et toujours, il y a des taxations avec le régime iranien qui est toujours en place. En Europe, on fait un peu fixation sur, par exemple, les charpes. Disons que les femmes mettent, disons, ce que vous appelez le voile. Les charpes. Oui, les charpes. Madame Rajaoui, qui se présente comme la future présidente de l'Iran démocratique, elle met une écharpe. Et ça ne fait pas un problème, je crois. Aussi, en Occident, c'est exploité. Surtout que l'extrême droite, d'ailleurs, elle exploite ces phénomènes pour un peu soutenir aussi certaines dictatures. Je voudrais la dernière remarque, Madame Nicoli a dit que les guerres, les faits, c'est un fait masculin, je crois que c'est un peu exagéré. Par exemple, je ne crois pas que Golda Meir en Israël depuis les années 40, ou Mélanie en Italie maintenant, ou on peut citer les exemples qui sont moins belliqueuses que certains hommes. Je crois qu'il faut lutter pour l'égalité et la parité hommes-femmes, mais il ne faut pas un peu aller quand même dans ces, disons, formulations un peu trop aisées pour que la guerre soit masculine.
Et je m'arrête là parce que le temps est compté, comme je le dis. Merci, Mahmoud. Oui. Okay. Elisabeth, est-ce que vous voulez nous Non, répondre juste, cher monsieur que je ne connais pas, oui. Bonjour. Non, Bonjour. Oui, je ne sais pas d'ailleurs de quel... vous êtes syrien? Oui, je suis syro-français, je suis français et syrien à la fois. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais je n'étais pas certaine. Donc, Oui. non, juste une chose, je n'ai certainement pas dit masculin, d'ailleurs je n'ai pas dit une seule fois masculin ou masculine, j'ai dit mâle, et j'ai dit l'empire phalliste. Donc, si vous voulez, c'est une question de structure. Je veux dire, des femmes peuvent être tout à fait en mesure de soutenir cette structure phallique. Vous voyez ce que je veux dire, cette structure guerrière. Mais il faut bien dénoncer la structure pour pouvoir la faire éclater. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais je pense que vous l'avez compris. Je parle là de violence réelle et symbolique. Et sur la question de l'Europe, juste un point. Donc, sur la question de l'Europe, je n'ai jamais dit, je veux dire que, évidemment, en Europe, nous avions résolu les problèmes, certainement pas, parce que je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde, y compris dans les pays dits démocratiques, qui soit une démocratie avérée. Et encore moins une démocratie paritaire. Donc, il n'y en a aucun. Ça, c'est clair et net. Maintenant, sur la question de la misogynie, il y a des États misogynes, comme l'Afghanistan, qui procèdent à ce que, hélas, je veux dire, notre ami a très bien décrit comme étant un génocide. Voilà. Entre autres, le génocide est amenant bien entendu aussi au génocide. Les hommes ne sont pas exclus, hélas, de cette pratique. Voilà. Mais en Europe, les droits sont toujours je veux dire, il y a toujours des batailles partout, dans tous les pays, y compris européens, bien entendu, je veux dire, pour pouvoir continuer d'avancer. Je voulais simplement dire que le continent, au niveau géostratégique, le continent qui demeure encore le plus avancé au niveau des droits humains, c'est le continent européen, c'est-à-dire le continent plutôt de la question de l'Union européenne. Je n'inclus pas la Russie dans ce continent européen de l'Union, j'entends européenne. Voilà. Mais bien entendu, il y a des coups de boutoir partout. En Pologne, je veux dire, en Russie, on n'en parle même pas, à tous les niveaux, et y compris dans notre Union européenne, puisqu'il est possible que demain, l'Union européenne soit fasciste. Vous le savez. Voilà. Attends pas. Et je ne crois pas que la situation des femmes en France, par exemple... Mais c'est fort probable, hélas. Vous êtes d'accord avec moi que je ne crois pas que la situation des femmes en France serait mieux si c'est Marine Le Pen qui gouvernait à la place de M. Macron? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui. Mais je veux dire, Marine Le Pen est, comme on dit chez nous, la fille du père. Aïe, 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 aïe. Voilà. Bon. Pour faire justice aux autres questions qui ont été posées, je sais que je vous propose, parce qu'il y a aussi une question, Elvia Martinez qui avait levé la main, mais il avait des questions déjà posées dans le chat. Donc, ce que je propose, c'est de répondre aux 3 questions du chat et on passe à la question d'Elvia. C'est toujours, ça fait vivre aussi la discussion quand on a des questions, qu'on voit la personne et on écoute la personne, ça fait aussi. Donc, c'est une question pour Sheila, je crois. Est-ce que la pression de la femme et la violence de la répression a eu un impact sur la natalité et la mortalité infantile en Afghanistan, je crois. Je ne sais pas s'il y a une autre question pour vous ici ou qu'on puisse les compiler. Mais bon, disons que c'était la première question qui vous est posée dans le chat. Alors, oui, bien sûr, ça a eu un impact au niveau des décès infantiles, mais il faut savoir que les talibans ont interdit comment on appelle ça? Les contraceptifs. Non, les contraceptifs sont désormais interdits. Donc, même s'il y a des enfants qui naissent prématurés, puisqu'il n'y a pas de suivi médical pour les femmes enceintes, donc automatiquement elles retombent enceintes. Donc, en fait, on va dire, la balance est équilibrée malheureusement. Il y a beaucoup de malnutrition, sous-nutrition pour les femmes enceintes et pour les bébés qui viennent au monde. Mais malheureusement, il y a tellement, on les oblige à faire des enfants. Désormais, ce sont des vaches laitières, comme on dit. C'est qu'il y a autant de bébés qui restent en vie qui meurent. Donc, la balance est vraiment équilibrée malheureusement. Okay, merci. Merci, Michela. Il y a une question pour Megan. Est-ce que le terme démocrature existe officiellement selon votre analyse sociologique? Oui,
j'ai déjà répondu dans la conversation, Ah, mais ok. moi, personnellement, je ne connaissais pas ces mots, mais j'ai lu la définition et ça me paraît assez pertinent pour décrire Ok, le régime. Mais je ne sais pas à quel niveau c'est utilisé scientifiquement ou pas. ok. Il y a une question de Milly. Il y a deux questions par rapport à la diaspora au Venezuela. Qu'est-ce que fait-on actuellement pour changer la situation au Venezuela? Quel rôle la diaspora vénézuélienne a-t-elle joué pour contribuer à un changement significatif de la situation actuelle du Venezuela? Euh, Oui. Du coup, en 2024, on a fait pas mal des manifestations pour sensibiliser les gens, les informer. Moi, personnellement, j'ai publié pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Comme ça arrivait aussi aux personnes de ma génération ou plus jeunes. Mais là, ça devient de plus en plus risqué, en fait, de dénoncer les gouvernements, car déjà, il y a l'annulation arbitraire des passeports des Vénézuéliens qui sont identifiés comme des opposants politiques. Et en plus de ça, Mazuro, il a proposé une nouvelle loi. Je ne suis pas encore super bien renseignée, mais apparemment, cette loi, c'est pour cibler les opposants politiques, que ce soit au Venezuela ou à l'étranger. C'est pourquoi moi, personnellement, j'avais effacé toutes les publications politiques de mon profil et je ne savais pas que j'allais participer à cette conférence. C'était un peu le hasard, mais d'un côté, c'est un peu risqué, mais en même temps, je me dis, bon, je ne pense pas que parmi les 15 personnes qui sont là, il y a quelqu'un qui va me dénoncer. Non, non, et Megan, merci parce que Megan, elle a une chaîne sur Instagram où elle parle toute l'actualité du Venezuela, de l'Amérique latine en espagnol. Elle a traduit en français, c'est un grand boulot. Donc, merci Megan pour tout cet engagement. Et, on a un commentaire de Mirla Oviedo Macé. Désolé, je dois vous quitter. Bravo encore à cette plateforme qui donne la voix à des personnes qui luttent pour les mêmes principes. Je lirai la réponse à ma question méga sur Démocrature sous le replay. Merci encore aux intervenants de l'organisation exemplaire de l'événement. Alors, si bon week-end, nous dit Mirla. Et Elvia a une question, elle a levé la main. Elvia, si tu veux intervenir, c'est le moment. Si tu es là, je pense que tu es déjà connecté. Je peux allumer ton micro. OK, Oui, merci. je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bon, ma question, ce serait plutôt pour Madame Nicolini, Oui. parce que en suivant la ligne de ton travail, j'ai trouvé des voies pour la démocratie de point de vue de la diaspora, de tous ces pays qui sont dans des situations où la démocratie est mise en danger, voire inexistante, parce que c'est pas tout à fait comparable. La situation de l'Afghanistan, où les principes démocratiques ne sont pas les mêmes que dans les sociétés occidentalisées comme les nôtres. N'empêche que, bon, toute situation qui puisse limiter ou mettre en danger la liberté de vie et de conscience, que ce soit de la femme ou de la population en général, c'est les points que nous comptons aborder avec toi, Andréine. Merci encore pour cet espace. Donc, je pense que c'est important d'entendre Mme Nicolini sur son expérience et sur les voies qu'elle puisse voir, que les différentes diasporas, avec des degrés plus ou moins graves, puissent nous éclairer sur quelle voie, quelles actions entreprendre. Je veux dire par là, il y a eu, depuis la création des Nations Unies, tout un système qui travaille pour essayer d'amoindrir, de réduire les inégalités, de faire prévaloir la démocratie. Nonobstant, ça n'a pas été suffisant et on voit les dérives actuelles. Donc, on va vers des réactions tout à fait opposées à la démocratie, soit des autoritarismes, que ce soit de droite, que ce soit de gauche. Et parce que, par exemple, le régime de Milei, c'est un autoritarisme en Amérique du Sud, mais il y a surtout les trois pays qui sont dans des dictatures. Le Cuba depuis 60 ans, le Venezuela depuis 25 ans. Donc, Elisabeth, ça serait intéressant de nous apporter votre vision. Est-ce qu'il faut aller vers des actions à notre niveau, à l'échelle des diasporas, de nous nourrir de vous, les pays qui ont consolidé les démocraties, même si elles sont défaillantes, parce que rien n'est parfait, et d'amener ces expériences là-bas, soit de venir à des discussions plus importantes et à notre échelle
pour comment dire, contrer cette avancée de l'annulation de la liberté, y compris l'annulation de la femme, ce qui est absolument touchant. Oui, oui. Bah, écoutez, d'abord, comment dire, nous sommes des femmes militantes. Je redis parce que des femmes solidaires, et jamais nous nous sommes substituées. C'est-à-dire que nous avons généré nos propres luttes à partir de nos désirs, à partir de ce qu'on voulait, donc que ce soit en France comme dans d'autres pays européens et aussi dans le monde. Mais nous avons rencontré des femmes qui, et c'est ça qui est intéressant, avaient, si l'on peut dire, au-delà, je veux dire, je sais pas comment dire, des identités, des nations, des pays, des traditions, des religions, des croyances, etc. Au-delà de tout ça, il se trouve qu'on pouvait retrouver, et on retrouve toujours, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, sous une dictature, on n'a pas parlé de la Chine, qui est une dictature tout de même, hélas, très performante, on va dire, de ce côté-là. Vous voyez, et on a rencontré à chaque fois des femmes qui voulaient, je veux dire, vivre, qui voulaient exister. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, je dirais, presque d'un désir de démocratie sûrement plus grand, puisque c'est la question de la sortie de l'esclavage. Donc mais ce qui est très difficile, premièrement, pas de substitution, c'est-à-dire qu'on a toujours travaillé avec. Quand, je veux dire, je ne sais pas, quand les femmes d'Amérique latine sont venues nous rencontrer dès les années 70, 72, 74, par exemple, on a eu nos amies brésiliennes qui sont venues, je veux dire, elles sont venues nous dire la démocratie donc a besoin de vous, les femmes ont besoin de vous, la démocratie a besoin de vous. Mais nous y sommes allés sous la dictature. Et qu'est-ce qu'on faisait sous la dictature? On apportait, nous, nos forces, certainement, je pense, ça c'est quand même très important, celles qu'on pouvait avoir, et en même temps, il y avait un échange. Et de ça les renforçait aussi dans leur lutte contre la démocratie, contre le fascisme, pour la démocratie. Donc c'est plutôt, je dirais, si c'est cette question que vous me posez, de dire nous luttons contre le paternalisme, nous luttons contre la colonisation, nous luttons contre toutes les formes d'impérialisme, donc nous n'avons jamais pensé, je veux dire, avoir une visée ou colonisatrice ou impérialiste, au contraire, puisque nous les combattons, puisque les femmes savent ce que c'est le colonialisme de leur corps, savent ce que c'est l'impérialisme contre, évidemment, leur volonté. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même une chose qui me paraît, bon, et pour l'Amérique latine, ça a été beaucoup ça pour nous, je veux dire, que ce soit au Chili, partout. Donc, on faisait des réunions clandestines avec nos amis, avec des femmes, qui étaient certainement de plus en plus nombreuses. Comme on avait une maison d'édition déjà, on participait aux foires, etc., pour pouvoir sortir les écrits, par exemple. Je veux dire, c'est des choses, alors évidemment, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Mais à ce moment-là, il fallait effectivement le faire, ou faire des pétitions pour faire sortir de prison. Enfin, je ne sais pas comment dire, des choses qu'aujourd'hui, on doit toujours faire, parce que c'est permanent. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est permanent. Jamais nous ne pensons que c'est acquis, je veux dire, même pour nous. Je veux dire, mais et jamais ça n'est acquis. Vous voyez bien, si on prend l'Argentine, je veux dire, elles ont lutté, je veux dire, vraiment de manière extrêmement avec, je sais pas, toutes nos amies que l'on connaît, que vous connaissez aussi. Je veux dire, elles ont lutté avec les jeunes femmes aussi, parce qu'il y a aussi l'intergénérationnel qui est très, très important pour obtenir effectivement la maîtrise de la fécondité. Elles l'ont obtenue, et puis boum, voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une victoire du côté de la démocratie, eh bien, tout de suite, il y a une réaction de restauration d'un pouvoir ancien qui est incarné par Milei et qui est absolument terrifiant on sait bien, de fascisme, il faut le dire, voilà, de fascisme. Donc, qui est une volonté de remettre les choses dans l'ordre, on pourrait dire, alors pour nous, en Europe, on pourrait dire dans l'ordre monarchique, vous voyez, c'est-à-dire ce qui est, voilà, très, voilà. Ouais. Mais c'est vrai. Excusez-moi, je sais donc qu'il faut continuer à encourager cette participation sur place, et tout en se nourrissant, je ne sais pas comment dire en espagnol, je perds le mot en français, tout en se ressourçant dans l'idée et dans les modèles que nous trouvons. Et là, l'intérêt de tes forums, Andrina,
Je te célèbre encore parce que je pense Merci. que par là, on peut commencer à avoir des idées bien précises sur quelle participation avoir. Il ne s'agit pas seulement de soutenir des mouvements politiques, ce qui est déjà très important, et de stimuler la participation politique lorsqu'elle est pertinente, mais en même temps de s'engager dans un travail sur place, non seulement de raconter la situation, parce que ça, tout le monde maintenant la connaît, et quand on a des chercheurs comme Megan qui fait son travail, même un peu, comme elle dit, elle n'était pas bien préparée, mais elle l'a très bien fait malgré tout. Et donc, la situation est connue, la dérive est certaine, on l'a en face, et puis après, il faut donc engager des mouvements sur place, il faut encourager la participation de la diaspora avec des actions qui aillent directement sur les pays, je pense. Alors, je voudrais juste ajouter une chose par rapport à l'Afghanistan, parce que là, en effet, je suis bien d'accord donc sur tout ce que vous avez dit. Donc, mais ça, c'est autre chose. Là, il s'agit de sauver, je veux dire, le plus possible de vie pour que, effectivement, je veux dire, elle puisse, alors, sortir, ça c'est vrai, c'est très important, mais la question je crois que c'est 23 millions de femmes et d'enfants, etc., qui sont en Afghanistan, comment arriver à les sauver? Donc, toutes les campagnes, évidemment, je veux dire, internationales sont à faire, mais c'est extrêmement douloureux. C'est douloureux. Moi, j'ai une amie comme vous, qui est Shekeba Hashemi, qui est une grande héroïne, je veux dire, évidemment, afghane, qui a travaillé avec Massoud, etc., etc. Et c'est terrible parce que ça accomplit là, c'est vrai, un véritable génocide. Vous parliez de gynécologie tout à l'heure, etc. Mais on va même jusqu'à interdire aux hommes donc d'apprendre et donc d'enseigner la gynécologie. Ça veut donc tout dire. Ça veut tout dire. Voilà. Mais si vous voulez, arriver à sauver des femmes qui sont en Afghanistan pour qu'elles puissent lutter de l'extérieur et résister de l'extérieur, je veux dire, et des hommes bien entendu, voilà. Et puis pour l'intérieur, c'est vrai que jusque-là, je suis d'accord, il n'y a qu'une aide, si l'on peut dire entre guillemets humanitaire, mais parce qu'on ne peut pas rentrer en Afghanistan. Vous comprenez? Là, je vous parle parce que même sous les dictatures dont je vous parle, on peut quand même rentrer, vous voyez, de manière clandestine, faire ceci, cela, cela, cela. Là, je veux dire, on ne peut même pas. Il faut savoir que les associations humanitaires sont toutes surveillées. Mais même nous, désormais, ils ne veulent vraiment plus qu'on aide tout court. Oui. Mais c'est vrai, je sais que chez Keba, vous le savez, avec son association Stand Speak Rise Up, qui fait aussi des choses, et puis Afghanistan libre depuis 1994, mais c'est un pays en plus qui est en guerre depuis 50 ans, c'est ça, ou plus de 50 ans, donc c'est quand même terrifiant, terrifiant. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas, l'accès, si vous voulez, ne peut se faire qu'en aidant certaines à partir, et c'est tous les jours et toutes les nuits que cette aide se fait, je le sais, par mes amis afghanes, dont, voilà, je le sais, c'est jour et nuit pour essayer de convaincre, pour trouver les papiers, le consulat, etc., 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 pour aider les femmes, justement, pour qu'elles puissent, à partir de l'extérieur du pays, lutter. Ce qui est compliqué aussi en même temps, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est qu'il y a un double langage avec l'Occident, c'est que là, tous les diplomates sont de retour en Afghanistan. Bien sûr. Ils sont tous de retour, officiellement. C'était officieux pendant quelques mois, et là, ça y est, c'est officiel. Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Je veux dire, là, on n'a pas parlé du libéralisme économique, mais enfin, tout de même, le libéralisme économique. Il y a l'intérêt économique aussi. Oui, le monde ne sait pas que l'Afghanistan est un pays très riche. Le sous-sol regorge. Voilà. Comme Trump fait un contrat, oblige, si on peut dire, l'Ukraine à faire un contrat pour prendre les terres rares ukrainiennes. Rien n'est gratuit. La Chine, parce que si ma mémoire est bonne, la Chine, la Russie et le troisième pays, je ne sais plus lequel c'est, peut-être les États-Unis, je ne crois pas, je ne sais plus, font. Non, l'Iran. C'est Iran. Oui, c'est l'Iran. Voilà, c'est l'Iran qui font du trafic avec les talibans pour les terres rares, pareil, pour les minerais, etc., etc. Donc on est dans une économie vraiment prédatrice et colonisatrice, toujours, toujours, toujours. C'est ça qu'il faut faire céder. Voilà. Après, je pense qu'il faut malgré tout, et c'est là, en vous disant toute la détresse qui cause la situation de votre pays et de la femme notamment et des enfants. Et je pense que toute situation peut ouvrir des portes et des issues inespérées parce que on laissant parler le cœur de couper définitivement avec ces pays
Et pour ne pas fortifier les régimes, en même temps, on éloigne et on isole la population. Et est-ce qu'envisager éventuellement l'échange au niveau d'éducation de la femme, des dirigeantes, même islamisées ou convaincues de ces lavaux de cerveau qu'on leur a fait depuis tout enfant, etc. Il faut envisager, il faut pas baisser les bras. Voilà ce que je veux dire. Il faut continuer sous l'action, ça c'est sûr. Et je pense que je vais laisser le temps seulement pour la dernière question et même commentaire. Il vient de la part d'Al-Mustafa. Merci pour la qualité des différents intervenants. Ma question concerne Megan. J'aimerais savoir quelle est la relation actuelle entre le Venezuela et les relations occidentaux et américaines. Un État qui est sous l'embargo américain depuis des années et que l'opposition n'est pas soutenue en quelque sorte par la politique extérieure, comme on a vu dans le cas de la Libye, dont la révolution est orchestrée par l'Occident. Je ne sais pas si Al-Mustafa continue à être parmi les participants. Je vais regarder. Voilà, la personne est là. Donc, si Megan, tu as la réponse, tu voulais répondre et faire un commentaire. Et sinon, il y a des félicitations, des compliments sur la qualité de toutes les présentations, beaucoup d'encouragements. Et je pense que ça sera la dernière réponse et on donne fin à cette séance. Bon, c'est une question assez complexe, mais car il y a énormément de choses que je n'ai pas expliquées, mais il faut savoir que le régime chaviste de Maduro, il a des liens très forts avec la Russie et la Chine. Donc, ils ont des accords depuis un moment, et la Russie fait de l'exploitation minière illégale au Venezuela. Donc, ça finance littéralement le régime de Maduro, la Russie et la Chine. Ils sont en train de violer les droits humains. Ils donnent des ressources économiques à Maduro, ce qui lui permet de rester au pouvoir. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Si on veut changer de régime, on a besoin de s'allier à des pays forts qui sont contre la Russie et la Chine. Enfin, c'est mon avis personnel, c'est pas un avis scientifique, mais comment un pays qui est en dictature et qui suit l'impérialisme chinois et russe va s'en sortir sans l'aide ou les soutiens des pays démocratiques, enfin pas les États-Unis, pas trop démocratiques à ce moment, mais l'Union européenne quand même. On a besoin des pays puissants pour nous aider, au moins d'un point de vue, j'ai pas les mots diplomatiques. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Et donc je trouve que cette question montre que généralement les gens en France et dans certains pays, ils comprennent pas totalement la situation au Venezuela dans le sens où elles voient ça soit comme une opposition entre la droite et la gauche, et c'est pas une question de droite et gauche, c'est une question d'autoritarisme et des gens qui cherchent la démocratie, ou la question d'un impérialisme américain, alors que là, concrètement, on peut prouver que c'est de l'impérialisme russe et chinois. Vous pouvez chercher des rapports des ONG. Il y a une ONG nationale qui s'appelle SOS Orinoco, c'est une rivière du Venezuela. Et ils font pas mal des rapports concernant la mauvaise gestion écologique, mais aussi le rôle de la Chine et de la Russie là-dedans. Donc, c'est complexe. J'ai pas forcément la bonne réponse. J'ai juste donné mon avis personnel. Là, je n'ai pas parlé en tant que scientifique, mais en tant que personne. Et moi, personnellement, s'il y a l'Union européenne et, bon, Trump, je ne sais pas trop, mais s'il y a l'Union européenne qui fait des déclarations ou des rapports pour une transition démocratique, moi, je ne vais pas me plaindre, personnellement. Merci, Megan, pour la réponse. Je pense que c'est sûr que une chose qu'on ne doit pas faire, c'est de rester indifférente et toujours le soutien des institutions, au moins des gouvernements, et ça aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire avancer ce type de situation de crise. Je pense que les citoyens normaux, nous sommes très conscients, mais bon, voilà, de là à avoir déjà des actions précises, il y a de temps en temps, mais on a besoin d'encore plus de force et de détermination. Alors, je dois dire merci à mes trois intervenantes qui ont été merveilleuses. C'était pas pour rien que je dis au début de mon introduction qu'ils ont été très femmes exceptionnelles. Merci à tous et à tous, et à l'audience aussi, à tout le public pour votre présence. Je fais toujours la même phrase. Il est temps à nous d'agir
C'est le but de cette conférence de montrer que chacun à son échelle peut faire des choses. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 juin à 11h. Si vous avez des initiatives à partager, nous vous prions de bien vouloir nous contacter. Et la démocratie a besoin de chacun de nous. Si vous voyez, si on prend le cas de l'Afghanistan, on voit que c'est un luxe, même en Afghanistan. Nous ne sommes pas à ce point-là. Donc, il faut porter la voix des femmes en Afghanistan, des enfants et les aider le plus possible. Même cas pour le Venezuela, pour sortir d'un régime qui ne fait pas bien aux citoyens. Ensemble, on fait bouger les choses. Ça sera un bon après-midi pour tout le monde, mon souhait, et un bon week-end. Merci. Les femmes et les hommes ensemble. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.